17h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue sur cette édition du Grand Soir. Ce soir, nous revenons donc sur cette actualité qui défraie véritablement la chronique. Pour la petite histoire, un individu du nom de Johan Sichom se présente à la CRTV, c'est la chaîne nationale au Cameroun. Il s'est dit porteur justement un pli qui contiendrait le nouveau gouvernement, mais surtout aurait en sa possession le nom du vice-président. Ce soir, sur donc le plateau du Grand Soir, on va interroger la portée de cette affaire. S'agit-il, pour la précision, d'un acte isolé, d'un fou qui aurait pris quelques libertés, ou alors tout simplement c'est une tentative de déstabilisation des institutions de la République? On va aussi interroger le timing parce que tout le monde le sait, le président de la République, Paul Biya, est hors du Cameroun. Quelles peuvent être les conséquences donc de ce pétard mouillé? Est-ce que lorsqu'il faudra véritablement nommer un gouvernement au Cameroun, ceux en charge ou alors ceux qui seront débarqués pourront croire qu'il s'agisse effectivement de la parole et de la signature présidentielle? Et on va aussi revenir en guise de pédagogie cette fois-là sur le déroulé. Comment est-ce que se déroule le processus de nomination, mais surtout de lecture lorsque l'on va du côté de la CRTV. On en parle de tout cela ce soir sur le plateau du Grand Soir. On reviendra en mise en bouche puisqu'il faut bien introduire le plateau sur les routes de Yaoundé qui véritablement peinent et surtout afflige de façon permanente les différents automobilistes. Qu'est-ce qui se passe avec les routes de Yaoundé? Le défi routier à Yaoundé est-il réalisable? On en parle à l'introduction de ce plateau. Lorsque je l'ai dit, je prends le break et je reviens tout de suite après pour la présentation de ceux qui vont nous accompagner. Retour sur le plateau du Grand Soir, mais vous en avez désormais l'habitude. Avant d'introduire les débats, avant d'aller au cœur des échanges, nous allons d'abord faire un tour du côté de la presse, un tour du côté justement des kiosques avec les meilleurs tabloïds qui sont parus aujourd'hui au Cameroun. Et l'expert en la question, Romaric Wafeu, est là justement pour nous présenter le meilleur des meilleurs tabloïds. Romaric, bonsoir. Bonsoir Stéphane Baga, bonsoir également à vos invités, richement constitués dans le cadre de ce prestigieux plateau, le Grand Soir, fortement écouté. Permettez-moi également d'adresser mes salutations à l'ensemble des téléspectateurs d'ailleurs fidèles au programme d'Info Télévision. Alors Romaric, vous avez la quintessence de l'information parue en presse au Cameroun. Que nous enseigne-t-elle? Nous sommes d'abord au cœur du journal Le Quotidien Info Matin de Dieudonné Van qui effectivement s'intéresse aux questions éducatives avec la faculté de médecine et même des sciences biomédicales, le professeur Etoun Dingwa qui préside donc 2 jurys de thèse. Il s'agit justement du journal qui a choisi de mettre l'excellence académique au premier plan plutôt que le sensationnel, en citant donc le professeur Etoun Dingwa, plus ancien enseignant Stéphane Baga de physiologie au Cameroun. Le journal crédibilise donc l'événement et rend un vibrant hommage au rôle des encadrants. Le visuel avec donc la toge et même le trophée montre les 2 temps forts de ces événements-là, la rigueur du jury et même la fierté des doctorants, en donnant les titres exacts, n'est-ce pas, des thèses soutenues. La une prouve qu'elle traite l'université avec beaucoup de sérieux. Cette une utile justement vient encore documenter ici la production de savoirs locaux et rappelle que l'actualité, c'est aussi la recherche et même la formation des médecins de demain. Le quotidien gouvernemental de Marie-Claire Nana, notamment Cameroun Tribune, revient dans sa parution de ce jour pour parler des chantiers du développement avec la diaspora qui est engagée. La photo donc avec le Premier ministre Joseph John Gouté après promote crédibilise le message. Il a tenu à saluer la contribution des Camerounais vivant donc de l'autre côté et les appelle donc à investir ici au Cameroun. Le journal salue l'engagement des Camerounais à l'étranger et rappelle que la modernisation du pays est donc une chose
cause collective. Aman Mana, à travers le jour, Stéphane Baga est également en kiosque et parle de l'assainissement du fichier solde avec Aigle qui épingle 53 525 agents publics. Le jour a donc frappé fort avec ce chiffre, 53 525. Le journal qui révèle les résultats de l'opération Aigle des bénéficiaires d'indemnités sans droit. Le ministre Joseph Lé le souligne, l'urgence pour les concernés de rendre gorge. Un ton d'alerte est donc à retrouver justement en grande une du journal Le Jour. Lutte contre les détournements dans la fonction publique, c'est justement l'actualité traitée avec beaucoup de pertinence dans les colonnes de ce journal dans sa parution de ce jour. Et puis Jean-François Chanon revient sur Henri Eyebe ici, la paix foncière qui est un impératif. Le messager donne la parole au ministre des Domaines. La photo d'Henri Eyebe ici en réunion illustre ici la posture officielle. Le titre est assez discret. La paix foncière devient une obligation. Dans son message du 22 juin dernier, il appelle les Camerounais au sursaut, respect de la loi, responsabilité citoyenne, adhésion aux différentes réformes du MINCAF. La page 3 justement en détail cette actualité dans les colonnes du journal Le Messager dans sa parution de ce jour. Et puis le journal de Carole Tamba, le drapeau, s'intéresse à une actualité également consacrée aux droits des veuves avec la justice et autonomie qui sont en ligne des mires. Il s'agit justement des projecteurs braqués par ce journal sur un sujet aussi important entre marginalisation sociale et déni de droits de succession. Les veuves camerounaises subissent des défis majeurs. Le ministère de la promotion de la femme et même de la famille a choisi de mettre l'autonomisation et la protection légale au cœur de ses priorités avec un rappel des réformes contre la déshéritation. La photo dans le groupe illustre la mobilisation et l'actualité à lire en page 3 du journal Le Drapeau dans sa parution de ce jour. Le Témoin également est en kiosque, l'hebdomadaire qui revient sur les faillites du Cameroun, le mensonge qui ne passe plus. C'est le titre choisi justement et à retrouver en grande une de ce journal qui attaque et qui désigne l'État camerounais ici comme insolvable et est devenu un fonds de commerce numérique pour certains. Le problème révélé justement par le journal qui consacre les faits et qui ne suivent pas. Le Témoin oppose chantier visible, obligations financières respectées, services publics opérationnels. Le terrain des jeux dans le scénario catastrophiste. Et puis le journal en parle donc en page 2 avec beaucoup dextérité. La nouvelle également de Jacques Blaise Envier, vous le disiez à l'entame de vos propos Stéphane Barga, dans notre prochaine édition, tout sur l'histoire du faux remaniement bloqué donc du côté de la CIAC TV. C'est une annonce et une enquête justement annoncée par la nouvelle qui mise sur le scoop pour vendre, n'est-ce pas, sa prochaine édition. Le journal promet des révélations explosives et d'ailleurs exclusives sur un faux remaniement qui aurait été bloqué donc du côté de la CIAC TV. Le titre en gros blanc sur fond noir tel qu'on le constate à l'écran avec la photo justement en gros plan vise l'effet choc. Le journal parle justement de cette date du 24 avril 2026 alors que les autres une revient justement pour parler d'autres actualités. Le journal lui consacre sa plume en page 2 et 3 sur cette actualité majeure qui ne cesse d'interroger la quiétude de plusieurs Camerounais depuis quelques jours. Climat social nous conduit à la prison centrale de Berthoud avec l'affaire Mbombomborg Matip. Mbombomborg Matip qui met donc en cause le jeu trouble de Ndiki Mayo, Jacques Théodore et Georges Gérard Meka dans sa détention arbitraire. Emmanuel Mbombomborg Matip, journaliste d'investigation, est détenu du côté de Berthoud dans la région de l'Est Cameroun. Il conteste son interpellation, son transfert et son incarcération et dénonce donc des vices de procédure. Le journaliste accuse ici directement Ndiki Mayo, Jacques Théodore, Gérard Claude Meka et puis le procureur général près la cour d'appel de l'Est et d'autres élus dans son dossier à ses enquêtes sur les mines du côté de Berthoud. Il appelle donc une véritable mobilisation pour sa libération. D'ailleurs que ses soutiens réclament une enquête indépendante et sa mise en liberté immédiate. L'actualité est à retrouver en page 2 et 11 de ce journal dans sa parution de ce jour. Dibaï Gatama à travers l'œil du Sahel nous conduit donc du côté de Ngaoundéré. Une révélation assez particulière du chef de 3e degré d'Onaref, Thomas Dalbo, qui dit que les Mboum ont perdu parole et sont exclus de tout dans du côté de Ngaoundéré. C'est un cri d'alerte sur la marginalisation communautaire dans la Damoawa. Et comme on peut le constater, photos, portraits, plus de détails sont à retrouver dans le journal L'œil du Sahel dans sa parution de ce jour. Dibaï Gatama qui a choisi de faire cette révélation aussi importante en grande une dans sa parution de ce jour. Et pour sortir, Stéphane Baga, si vous en avez convenance, on le fera avec le journal économique qui parle d'actualité économique autour de la reconstruction de la Sonara, un consortium camerouno-portugais qui se positionne. Il s'agit justement de
de l'économie qui braque sur l'avenir de la Sonara. 7 ans après l'incendie de 2019, vous vous souvenez, la consultation de marché pour la réhabilitation de l'unique raffinerie du Cameroun attire dans ses premiers candidats déclarés. Un consortium camerouno-portugais se positionne déjà. La photo aérienne de la raffinerie pour illustrer ici l'enjeu. Et je vous invite d'ailleurs à retrouver les détails en page 3 de ce journal dans sa parution de ce jour. Stéphane, voilà pour ce qui constitue la pertinence de ces actualités à retrouver dans les journaux apparus en kiosque au Cameroun pour ce jour. Il faut certainement inviter les lecteurs à courir dans les kiosques, chercher à s'informer, mais surtout s'informer juste. S'informer juste, à préparer aussi 400 francs, Romaric, puisqu'il ne faudrait pas se limiter à cet exercice de lecture devant les kiosques. Il faut payer le journal pour que la presse puisse vivre, parce que c'est important. Tout à fait, Stéphane Barga, surtout que notre exercice est consacré à dire d'une autre manière ce que les directeurs de publication ont choisi de dire à leur manière. Merci Romaric et rendez-vous demain lorsqu'il sera à 17h au Cameroun. Merci Stéphane Bagaï, très bon débat. Merci, on va tout de suite débuter l'exercice qui va amener à vous présenter ceux qui nous accompagnent ce soir. Je vais commencer par ma droite très proche avec un acteur local, monsieur le maire Ngoulou, conseiller municipal RDPC, et parmi nous, nous lui disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Baga, bonsoir à mes co-discutants qui pour la plupart sont des visages connus, j'ai envie de dire des amis. Bonjour à votre top management et aux techniciens qui nous permettent d'être visibles ici et ailleurs. Je suis toujours fier de me retrouver sur votre plateau, c'est un plaisir renouvelé. Et je pense que vous allez quand même me permettre de dire bonsoir, bonsoir très appuyé aux autorités administratives de mon département qui nous permettent de dormir tranquillement chez nous pendant qu'ils sont au travail. Le préfet Monobo d'Union Infoumou, le sous-préfet de l'arrondissement d'Ayos, madame le sous-préfet de l'arrondissement d'Endom, de Cop-Dombor et autres, Mengang, chez moi. Merci pour tout le travail qu'ils font et je n'oublie pas les autorités municipales. Merci, monsieur le maire, pour la présence en ces lieux. Autre acteur municipal, monsieur le maire Sylvestre Niek, lui aussi répond présent à l'appel. L'UPC, je précise, n'a aucun secret pour lui. Stéphane Baga, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien. Je vais bien comme on va au Cameroun. Pourquoi vous voulez que j'aille mal alors que le Cameroun va très bien, comme vous dites? Alors, vous allez mal, le Cameroun va bien, ou alors vous allez bien, le Cameroun va mal? On ne coupe pas dans un train qui va doucement. Merci, monsieur le maire. Je m'en vais porter à la connaissance de tous ceux qui nous regardent par le monde et leur indiquer la présence de monsieur Arthur Ko. Je précise que c'est un expert en communication, il est journaliste, et il est sémiostratège, c'est-à-dire les signes, les langues, les couleurs n'ont aucun secret pour lui. Arthur, bonsoir. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à tous les co-discutants. Comme le maire l'a dit tout à l'heure, c'est des visages connus, c'est des aînés. J'espère une fois de plus que nos échanges seront francs, courtois et instructifs pour ceux qui nous regardent. C'est vrai que vous avez cette capacité à parfois vous attiser la foudre des téléspectateurs par vos déclarations et analyses, Arthur. Vous savez, la télévision, et c'est peut-être ça le problème aujourd'hui, c'est que les gens viennent à la télé pour faire plaisir aux gens qui sont à la maison. Alors que nous venons dire soit ce que nous savons, soit ce que nous faisons au quotidien. Donc notre devoir ici, c'est de dire la vérité, même si elle choque. On peut aménager la façon de la dire, mais ça sera toujours la vérité. Merci Arthur pour la présence en ces lieux. Autre protagoniste du grand soir de ce soir, Simon Pierre Marraine, c'est un acteur de la société civile. Il répond présent. Bonsoir Simon Pierre. Bonsoir monsieur Mbarga, c'est un réel plaisir pour moi de répondre présent à cette émission de grand soir. Oui. Et je crois que même la thématique qui a été posée sur la table reflète en réalité que effectivement nous sommes à la période du grand soir. Merci beaucoup
Vous avez une façon particulière de traduire le titre de cette émission, le grand soir. C'est le grand soir. Le grand soir, c'est pas le grand soir auquel vous faites allusion. Mais ça, c'est le grand soir qui mobilise toute la cité capitale et même le Cameroun. Chaque jour, lundi, vendredi, lorsqu'il est 17h à Yaoundé. N'oubliez pas Info TV. Info TV est présent sur toutes les plateformes, qu'elles soient Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok, Info TV. Vous avez l'habitude sur MyCanal d'aussi rejoindre nos programmes pour que justement vous puissiez nous avoir partout où vous êtes sur la planète Terre. Lorsque je l'ai dit, je m'en vais tout de suite prendre votre avis puisque en une minute, une seule prise de parole, monsieur le maire Ngoulou, on va dire un mot sur l'état routier dans la ville de Yaoundé. C'est un véritable défi qui est posé aux autorités. Qu'est-ce qui ne va pas avec les routes de Yaoundé, monsieur le maire? On a eu l'impression avec le pape qu'il y avait eu comme une esquisse d'embellie, mais on a l'impression pour les automobilistes que depuis la saison des pluies abondantes, les routes de Yaoundé... Je ne sais pas si c'est un problème d'argent, ou je ne sais pas, mais c'est un réel problème. J'ai regardé un reportage, je crois même à travers votre télévision hier soir, où il y a des quartiers où les gens n'arrivent pas à sortir parce que les routes sont dans un état piteux. Et là, nous parlons de Yaoundé. Nous ne parlons la cité pas, capitale. Nous ne parlons pas de Mbengue ou d'Akono ou de Mengang. Nous parlons de Yaoundé. Donc, je crois que dire à quelqu'un de faire beaucoup plus d'efforts n'est pas le tacler par derrière. Merci, monsieur le maire. On comprend la gêne qui est la vôtre, puisque les acteurs communaux sont les premiers interpellés lorsque ces questions d'infrastructures routières sont évoquées dans la cité capitale. Alors, Arthur, vous êtes automobiliste. Est-ce que c'est facile de rouler à Yaoundé? Vous qui êtes résident Yaoundé et 6e Bimassi, lorsque vous observez le déroulé, ou alors ce qui est servi aux automobilistes, est-ce que vous vous dites qu'on peut faire mieux? Ou alors, tout simplement, vous vous sentez un peu comme certains citoyens de la cité capitale, résignés et abandonnés dans le sort triste qui est le vôtre? Bon, ce n'est pas facile de circuler. Maintenant, je vais faire un parallèle très rapide avec une situation où on peine aussi à dégager qui a fait quoi ou bien qui doit faire quoi. Où est-ce qui se passe avec l'élimination du Cameroun? Oh, Arthur, vous comprenez que ça met ce débat, le débat est long parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu identifier. Ce débat... Donc, j'ai entrepris, M. Mbaga. Vous voyez donc, chaque fois qu'on ne peut pas identifier clairement un responsable, oui. Vous voyez que la question que vous me posez est difficile. Parce qu'aujourd'hui, c'est qui? C'est le Mindu, c'est le Mintepe, c'est la mairie de la ville, c'est le maire de Yaoundé 6. On attrape, entre guillemets, on attrape qui quand nous sommes en colère? Ça pose un problème. Qui doit faire quoi aujourd'hui en matière de route? Personne ne peut vous répondre sur ce plateau. Qui doit faire quoi? Donc c'est là, vous avez parlé de Yaoundé 6. Personne ne peut répondre, bien sûr, qu'il n'y a pas de compétences clairement définies. Par exemple, lorsqu'on évoque les routes secondaires, oui. On évoque les mairies, Arthur. Sauf qu'on voit des... Je ne sais pas si la route de la Cité Verte était une route secondaire ou principale, je ne sais pas trop. Donc, vous voyez qu'il y a des problèmes. Là, on a Biémassi, vous avez parlé de Yaoundé 6. Bon, Biémassi Lac. Biémassi Lac, aujourd'hui, je vais chez qui? En fait. Parce que parfois, on veut être trop haut là pour rien. Il faut que les gens... Bon, je vais actuellement là, la route qui est gâtée là, qui doit l'arranger? C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, on veut bien, les routes sont gâtées, ça ne marche pas, mais qui est le responsable? Alors, c'est un abandon de l'État ou alors tout simplement c'est une faillite collective de la part de ceux qui sont censés nous diriger et apporter le bien-être aux populations? Faillite collective, non. Bon, il y a aussi la Justement, c'est pas à moi de désigner. Il faut que les choses soient claires. Il faut qu'on règle le problème du millefeuille. Et vous savez tous qu'aujourd'hui, au point où on en est, il faut une revue générale des politiques publiques. Il faut qu'on recommence tout, qu'on s'asseye. Je n'ai pas dit que les gens ont échoué, je n'ai pas dit qu'ils ont réussi. Je dis qu'à un moment donné, il faut qu'on s'arrête. De 52 à 2026, c'est quand même long. Donc on peut quand même aussi se redemander qu'est-ce qui marche encore, qu'est-ce qui ne marche plus,
qu'est-ce qu'on peut améliorer. Voilà ce que j'ai dit. Merci Arthur encore. Simon-Pierre Mahen, difficulté à établir des responsabilités, cafouillage en termes de compétences. On a l'impression qu'on est dans un flou artistique savamment entretenu qui permet à ce que les citoyens puissent souffrir, mais qu'au finish, personne ne puisse dire, évidemment, ou alors de façon exacte, à qui la faute. Mais, moi, je me demande même si tous nous sommes conscients qu'on est au Cameroun. Parce que je ne sais pas si, en réalité, même ceux qui sont censés généralement nous gouverner vivent souvent les mêmes réalités que nous. Là où vous êtes en train de parler effectivement de Yaoundé, c'est vrai que moi je ne vis pas ici à Yaoundé, Oui. mais j'ai quand même eu le soin de parcourir un peu Quelques affaires. Voilà, et le centre-ville particulièrement. Quand vous arrivez quelque part, vous allez trouver un peu les nids de bœufs. On ne parle même plus des nids de poules. Parce que là, à un moment donné, c'est un peu trop grave. Et qu'on se pose bien des questions, comment est-ce que les gens vont circuler? Et vous savez que parfois cette situation des routes amène même souvent, c'est ça qui cause même toujours beaucoup des embouteillages en pleine route. Regardez simplement sur l'allée sur l'axe principal qui arrive jusqu'au marché d'un Sam. Oui. Vous vous imaginez que vous pouvez même mettre 30 minutes là-bas. Simplement parce qu'il y a un petit trou là, sans publicité sauf avant. Rien que là, à ce niveau-là, il y a souvent un embouteillage là qui ne dit pas son nom. Les gens ont du mal à circuler parce qu'il y a un trou là. Mais à ce niveau, il faut bien identifier justement les responsables de ces malaises en termes d'infrastructures routières. Vous avez déjà vu... On ne parle pas de Malmayo. Oui. Ou de vous avez déjà vu... On parle de Yaoundé, mais la capitale. Vous avez déjà vu un responsable se porter comme garant d'assumer ses responsabilités normalement? Tout à l'heure, il a parlé d'un problème qui est aussi crucial, qui est aussi clair. Personne n'assume jamais quoi que ce soit, même quand c'est mauvais. Parfois même, il faut jeter même la faute sur l'autre. Vous avez toujours vu que c'est ce qui se passe généralement. On cherche toujours les boucs émissaires quelque part pour dire, bon voilà. Mais alors que le véritable problème, il est là. Le véritable problème, il est là. Et vous avez bien fait de signaler ici que les routes secondaires, effectivement, ce sont des mairies de ville. Nous avons encore la chance, peut-être que chez nous, à Douala, on a encore la possibilité de nous mettre les pavés. Oui. Bon, même jusque-là. On fait quand même le sport avec ces pavés-là tous les matins. Mais imaginez-vous un seul instant que généralement on a interpellé, et c'est l'occasion pour moi de dire que en principe, la dernière fois cette semaine, si nous avons parlé un peu des grandes puissances qui ont souvent l'habitude d'influencer les États africains. Vous vous imaginez que si ça avait été la venue, beaucoup de gens ont sollicité même qu'il faudrait même que le pape revienne, et même plusieurs fois. Ouais. Parce que c'est quand on a vu le pape arriver ici qu'on a vu les gens se mobiliser pour arranger les routes là où le pape devait spécialement passer. Mais après ça, les Yaoundéens peuvent mourir. Non, mais après ça, on n'a plus rien vu. Tout s'est arrêté. Et on se pose bien la question, est-ce qu'il faut forcément avoir des personnes qui arrivent visiter le Cameroun et puis on essaie de former une image. De badigeonner un peu. Oui, de badigeonner. Ou encore de penser même, parce que c'est pas le badigeonnement, c'est le pansement. Parce qu'on sait que, au fur et à mesure qu'on va penser, on va toujours revenir vers le même travail. Mais ce qu'on doit retenir, c'est quoi? C'est que ceux qui sont censés nous servir ont perdu leur vocation. Ils se servent eux-mêmes. Regardez par exemple quand on décide de faire même ces travaux d'aménagement des routes là. Quand on commence à faire les travaux, ce que vous êtes conscient, c'est qu'ils finissent de faire les travaux. Ils savent, ils ne font jamais un bon travail. Ils savent que après, ils vont encore revenir faire le même travail. La même route. Ouais. Donc, ça ne sert à rien. Comment comprendre qu'on aménage les routes 2 mois, 3 mois, et après ça vous retrouvez encore les mêmes trous sur les mêmes espaces qu'ils ont décidé d'arranger. Ça prouve qu'à un moment donné, les gouvernants n'ont pas pris conscience de ce qu'il faudrait qu'à un moment donné, qu'on apprenne à servir les populations. Parce que ce sont les populations qui nous ont mis là où nous sommes. Et si on a perdu cette vocation, qu'on se dise forcément qu'on n'a pas besoin, et ce sont les populations. Quelqu'un a dit un jour que, est-ce que les routes, là où les gens se plaignent qu'il y a des trous, est-ce que c'est là où lui se balade? Donc, vous comprenez, donc, à un moment donné, on a perdu conscience qu'on n'aura pas besoin. Merci Simon-Pierre. Alors, monsieur le maire Niek, c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on épilogue sur cette situation routière dans la ville de Yaoundé. On est quasiment dans les redites, mais on va faire le travail qui est le nôtre, celui de la sensibilisation, mais aussi de l'investigation, parce qu'il faut bien désigner les coupables. Bientôt, on va entrer en phase électorale, élective même. On a des acteurs qui reviendront solliciter les faveurs des populations, mais
on peine à penser qu'il y a dans certains quartiers de Yaoundé des maires dans ces circonscriptions-là. Alors, que se passe-t-il? Fuite de responsabilité, incompétence généralisée, désordre organisé. Que se passe-t-il pour qu'on arrive à ces séquences que l'on peut entrevoir et apercevoir dans les rues de Yaoundé? Stéphane Baga, c'est vous qui avez encore mis ce sujet en débat. Vous-même. Je vais vous dire ce que j'en pense, tout simplement, modestement. Mais avant de continuer, je voudrais dire à mon jeune frère Arthur qu'il n'y a pas un domaine de la vie où il n'y a pas de responsable. Chacun est responsable de ce qui s'est passé, au moins il était en gestion, en responsabilité. Le Cameroun n'est pas café pour la Coupe du Monde. On sait qui est responsable, qui gérait l'équipe nationale au moment là. Les gens se vantaient même de dire que nous avons arraché l'équipe nationale. Qui gérait l'argent, tout le monde le sait. Qui gérait le code, tout le monde le sait. Donc le débat n'est pas là-bas, tout le monde sait, même si on ne le dit pas. Les gens ont même dit que si l'équipe n'est pas qualifiée, ils assumaient la responsabilité. En buvant le champagne. Bien sûr, il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est un oubli volontaire, mais ce n'est pas ça le vrai débat. Le débat est ailleurs. En matière de route, il me semble que le 31 décembre, le président Paul Biya, chef de l'État, a fait le constat d'échec. Parce qu'en fait, Arthur ne veut pas dire que les gens ont échoué. Mais vous dites de corriger ce que vous avez réussi. Je ne sais pas comment il fait en tant que Le président a dit qu'il va créer un nouveau programme spécial pour les routes. Vraiment, pour ceux qui connaissent le président, ils doivent comprendre que le président a estimé que le programme normal... Ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. C'est pour ça qu'on crée un programme spécial. Et là où je voudrais venir aussi d'accord avec lui, c'est que vous ne pouvez pas ne pas définir une politique publique Voilà. et l'évaluer. C'est ça. Le président a promis des réformes sur tous les plans. Le programme spécial des routes est où? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se trompe. Il y a un décret de 2016 qui fixe chaque responsable. Les routes communales sont le domaine des communes. Les régionales sont le domaine de la région. Les nationales et les axes lourds, les autoroutes sont le domaine du MINTEP lui-même. Mais n'oublions pas le principe de subsidiarité où le MINTEP peut se substituer à tout le monde. Donc s'il faut trouver un responsable, chacun sait là où il est responsable. Le problème est ailleurs, une fois de plus. Vous croyez, j'ai écouté ici pendant que le pape était là, la veille, quelles entreprises citoyennes, c'est-à-dire celles qui peuvent travailler sans être payées. C'est que les entreprises citoyennes, c'est-à-dire tu travailles, on ne te paye pas, comme tu supportes, tu es citoyen. On a vu des gens se battre pour faire les routes. Je me demandais à l'époque, il y a tellement de routes à faire que comment on se bat? On se bat seulement là-bas. Là-bas. C'est ça le problème, Stéphane Baga. Est-ce que ces entreprises ont fermé? Les entreprises citoyennes? Elles n'ont pas fermé. Ça veut dire qu'il y a d'autres problèmes. Mais la réalité aujourd'hui qu'il ne faut pas contourner, c'est que je ne peux pas croire que l'État de Cameroun soit de mauvaise foi en refusant de payer les prestataires. Parce qu'il faut le dire clairement. On n'a pas un État qui soit aussi voyou que ça. Comme l'État ne paye pas les prestataires, c'est-à-dire que l'État n'a pas les moyens de payer les prestataires. Et l'État, c'est un tout. Si l'État central n'a pas les moyens de payer ses prestataires, presque 5 500 milliards de dettes intérieures, pourquoi voulez-vous que les communes qui sont des membres de l'État aient les moyens de payer? Le père de la ville a dit qu'il y a des projets qui dépendent de la Banque mondiale, le financement c'est chez lui, mais j'ai dit encore que l'argent de la Banque mondiale est domicilié où? À l'école, c'est ton nom. Qui a fait les priorités là-bas? C'est pas lui. Donc la vérité aujourd'hui, c'est que le Cameroun a mal à sa trésorerie. Le dire n'est pas être méchant, parce que je veux comprendre. Et les effets sont tels que le MINFI qui gère le service de la dette est obligé de racler partout. Vous estimez que le MINFI vient corriger une loi par un arrêté conjoint volontairement? Il a un souci, c'est de maintenir le Cameroun visible, mais également crédible au niveau du marché financier international. Et nous qui regardons ça de loin, qui ne sommes pas d'accord sur le principe, mais qui le comprenons, estimons que vraiment le Cameroun n'est pas de mauvaise foi, mais le Cameroun a mal à sa tête. Donc en fait, un pays qui ne peut payer ses prestataires ne peut pas régler les problèmes de ses routes. Merci. Voilà. Merci, monsieur le maire, autre acteur politique, je précise, qui nous a rejoint, Jean-Moïse Mbok. Vous êtes expert sur ces questions-là. Vous êtes sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants. Je ne sais pas s'il faut s'excuser. Vous pouvez le faire aussi. Pour l'arrivée à ce moment précis, mais
C'est une fois de plus ce sujet qui est sur la table. La question des routes, ça va sans dire que, et vous me connaissez, je fais toujours tout pour ne jamais être en retard, mais aujourd'hui c'était très indépendamment de ma volonté. Et je présente mes excuses aux téléspectateurs. Alors, en un mot, puisque vous avez la parole, justement, sur ces questions routières, le défi est quasiment permanent, puisque dire que c'est un mythe décisif serait réducteur. On en parle quasiment chaque année, à chaque occasion, à chaque période. Les mêmes acteurs s'affichent devant les télévisions, avec une pelle, avec une brouette. Le temps de la pluie est venu, tout est parti, il faut recommencer. Est-ce qu'on est dans justement, dans un mythe décisif permanent? Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer à vendre un Yaoundé aussi dégradé en termes d'infrastructures routières? Écoutez Stéphane, je crois qu'il faut à un moment donné qu'on se dise la vérité sur les grands sujets de la nation. Pendant les différentes campagnes électorales, on s'affronte. Ah oui? Et après la campagne, on se défend. C'est-à-dire que les gouvernants passent le temps à se défendre, à se protéger, à se justifier. Ils n'ont même pas le temps de mettre sur pied des véritables politiques qui permettent justement d'atteindre les objectifs. Et Arthur a bien fait de le rappeler sur le cas des routes. Il y a un chevauchement de responsabilités. Non, il y a un chevauchement d'acteurs. Non, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. C'est-à-dire que sur les papiers, on sait qui fait quoi. Bien sûr. Mais dès que vous convoquez la subsidiarité, c'est là que la confusion vient toute seule. Tout à fait. Donc nous sommes dans un cadre où il faudrait que tous ceux qui nous dirigent comprennent très bien que être aux affaires, c'est s'organiser de manière à ce qu'on se défende avec ceux qui peuvent nous défendre, mais on travaille avec ceux qui doivent travailler. Le peuple est comme une épouse jalouse, aimante, un peu sorcière, qui contrôle tout, qui vérifie tout, qui se rassure de tout. Et à partir de ce moment-là, peu importe l'amour que vous avez pour cette épouse, si vous ne parlez pas, elle n'a rien entendu. Peu importe on peut se parler pour ne rien dire, Jean-Moïse Mbok. Mais écoutez, et ce n'est pas la communication qu'il y a eu sur la question qui manque. À chaque année, c'est la même communication, mais rien ne change dans le vécu et le quotidien des populations. Je prends le cas du foyer pour expliquer de manière très simple qu'un gouvernement ne parle pas pour parler. Un gouvernement parle pour créer une dynamique et qu'on avance. Le problème des routes aujourd'hui, on a même une commission de route, on a des services spécialisés pour les routes. Ça veut dire qu'il y a une envie de bien faire. Mais comment sont cooptés les acteurs? Comment sont pris ceux qui doivent faire le travail? Comment c'est vérifié? Comment c'est contrôlé? C'est là que le bas blesse. Nous devons nous dire la vérité aujourd'hui au Cameroun. C'est que l'histoire va retenir Stéphane Baga qu'en 2026, c'est vous qui présentiez cette édition-ci. Et nos enfants vont demander pourquoi les routes sont comme elles sont aujourd'hui en 2035 ou 2040. Pourtant, on en parlait encore en 2026. Parce que tout va dépendre, 1, de la volonté politique, 2, de la société civile et de la presse et de tous les acteurs de la nation qui devront rappeler à nos gouvernants l'essentiel. Et non nous amener dans le dilatoire comme on a parlé de l'affaire du sport. Ça, mais également la capacité à mobiliser les fonds, à ne pas les détourner pour faire le travail. Justement, la volonté politique qui entraîne une gouvernance responsable met sur pied justement un ensemble de projets et de procédés qui permettent de vérifier, de contrôler, de se rassurer de la conformité des actes qui sont menés. Merci. Au contrôle économique et financier. Donc le problème qu'on a aujourd'hui, que ce soit les routes, l'électricité, l'eau et j'en passe, il faudrait qu'il y ait des réformes. Et la réforme, ce n'est pas un slogan de campagne. C'est une organisation pratique, concrète, technique sur le terrain et sur la durée. Donc aujourd'hui, le chef de l'État, et ça va nous amener au deuxième sujet, doit poser des actes concrets. Sinon, le deuxième sujet là, ça va être après le gouvernement et la vice-présidence, ça va être les DG. Merci Jean-Moïse Mbok. Alors, quelques réactions nous sont parvenues sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas à réagir puisque vous avez la chance justement qu'Info TV puisse vous relayer. Bonsoir le plateau. La route qui mène en Fou ne devrait pas être obstruée par des pylônes en bordure de cet axe. Est sérieux? Par ailleurs, cet embranchement est réduit à moins de 8 mètres. Une hérésie pour un axe qui dessert de très nombreux quartiers jusqu'en Fou, le chef-lieu du grand département de la Meufou et à Famba. Être aussi encombré. En
En tout cas, bonne émission à vous. Nos salutations à Sa Majesté Mvang, mon cher Mbaga. Merci d'informer le ministre des Travaux publics que les Mbamois sont très fâchés. Ils attendent depuis 40 ans la route structurante raccourcie Boumiebel, Bokito, Bafia, qui ne pense pas à détourner le budget de l'étude mise à disposition par la BAD. C'est monsieur Angelo Toueli, est un acteur politique bien connu sur la place et qui réagit à ce qui est dit. Autre contribution. Bonsoir Stéphane, bon début de soirée. Je n'oublie pas l'illustre panel, particulièrement mon cher Beau, conseiller du Grand Nyon Infumu dans la zone de Mengang. Quand nous avons des gouvernants dont la finalité est la satisfaction biologique dans des batailles fratricides au sein du grand rassemblement de mon cher Beau, vous constaterez que l'intérêt patriotique a pensé au développement des infrastructures routières a foutu le camp. Merci à vous Thomas Massocre pour justement la contribution. Je le dis, chers messieurs, chères dames qui nous regardez de par le monde, ce soir, de façon précise et particulière, on va donc revenir sur ce faux document de nomination intercepté à la CRTV. On va interroger la nature de l'acte, acte isolé ou alors tentative de déstabilisation. Je commence par vous, monsieur le maire. Ngoulou, l'opinion a quasiment été surprise par cette actualité, mais comment comprendre que c'est depuis le 5 juin que le fait se serait produit et que ce n'est que récemment, 1 à 2 semaines plus tard, que l'information a été rendue publique? Pourquoi ce temps de conservation, je vais dire indue, de l'information? Y avait-il des choses particulières à cacher lorsque l'on a vu justement ce monsieur entrer avec son pli fermé? Monsieur Stéphane Baga, vous répondez évidemment à votre question parce que le premier problème qu'on a sur ces faits-là, c'est l'information. Oui. Et l'un des premiers problèmes de notre gouvernement, de notre gouvernance même, c'est l'information. Comment il a fait? Est-ce un fait isolé ou un fait de groupe? Dans un pays sérieux comme le nôtre, on devrait avoir toute l'information. Je ne sais pas pourquoi on mystifie même des choses dont on a besoin absolument de savoir. Un monsieur, une institution comme la CRTV, que j'imagine organisée. Très organisée. Comment on pénètre à l'enceinte de la CRTV avec un document faux ou vrai? On se retrouve dans le bureau du directeur central. Qui a reçu ce monsieur? Il n'y a pas de vigile là-bas. Il ne lui a pas été posé des questions. L'objet de sa présence. L'objet de sa présence. En le regardant physiquement, il n'avait pas autant de prestance qu'on puisse, parce que je sais accorder un porteur d'un pli de cette envergure, vice-présidence. Et je sais que non, nous sommes gouvernement. Les deux. Et gouvernement, monsieur le maire, je suis d'accord avec vous. Je sais que nous sommes très influencés par des apparences. Ouais. Celle-là n'était pas de caractère particulièrement influencé, même le vigile de la CRTV. Vous comprenez que un fait qui pouvait être pris comme un fait de hasard, isolé, un monsieur qu'on pouvait traiter de dément, on commence donc véritablement à s'interroger sur tout l'environnement qui entoure cette affaire-là. Comment on a d'abord caché l'information? Si vous attrapez, je dis rien que chez vous ici à InfoTV, est-ce que quelqu'un peut arriver avec ce type de pli? Et vous gardez ça. Ceux qui sont venus à Info TV connaissent comment ça se passe. On est formellement identifié lorsque vous arrivez. Donc, vous comprenez que nous sommes à un niveau de notre gouvernance où on se pose des questions même les plus basiques. C'est-à-dire que les procédures les plus banales deviennent des problèmes. Et les gens prennent ça au premier degré. C'est un fait extrêmement grave. Parce que je ne sais pas si vous imaginez si on aurait lu ce vrai... On va évoquer cet aspect un peu plus tard, monsieur le maire. Je ne sais pas. Donc, vous comprenez comment... Et ceux qui sortent même cette information, on peut féliciter la dextérité, mais on peut encore interroger comment
ça s'est passé? Pourquoi avoir fait un acte de bravoure de ce niveau, on n'a pas automatiquement communiqué? De nombreuses questions. Tout ça nous interroge. Bon, est-ce que c'est un fait du hasard? Est-ce que c'est un acte isolé? Est-ce que c'est un monsieur... Il y a une enquête en cours. Mentalement puisque le monsieur a été happé par les services de sécurité. Il est justement en exploitation. Je pense même que tous les noms qui sont sur ce papier-là, ces gens doivent être interpellés. Parce que si c'était un fou, comme on veut nous faire croire, comment il a fait pour prendre X ou Y nom? Pourquoi pas le nom de son voisin? Pourquoi le nom de quelqu'un d'autre? C'est des faits extrêmement graves. Mais c'est quand même vu vice-président, monsieur le maire. Bon, c'est peut-être l'arbre qui cachait la forêt. Merci. Merci. Alors, Arthur, je l'ai dit, vous êtes spécialiste du domaine de la communication, vous êtes journaliste. La première interrogation est l'assemblée filtrée du discours de monsieur le maire Ngoulou. La personne qui rend publique l'information, Polycarpe Essomba, pour ne pas le cacher, c'est un journaliste bien connu sur l'espace médiatique au Cameroun. Il appartient désormais à Radio France Internationale. C'est lui qui rend publique l'information, bien évidemment en précisant qu'il n'agirait pas pour le compte de son employeur. Alors, comment est-ce qu'une information, des faits qui se sont déroulés à la télévision nationale du Cameroun sont rendus publics par un journaliste, mais qui appartient à notre média? Première interrogation. Bon, c'est peut-être ça qui me gêne un peu. Monsieur le maire vient de le dire. On passe le temps à donner de l'importance à des choses qui auraient pu être réglées rapidement. Même si elles sont graves, mais au moins, aux yeux de l'opinion, on les considère comme des épiphénomènes. Je vais être sur les procédures, parce qu'elles sont impersonnelles. Parce que chaque fois qu'on dit un truc sur un plateau, les gens prennent ça contre eux. Donc je vais rester sur les procédures. Comment est-ce qu'on fait pour nommer au Cameroun? Ou du moins pour rendre ça public? Le média d'État a une mission. On ne lira jamais les nominations à Info TV. Soyez tranquille là-dessus, il n'y a pas de problème. Sauf que un type débarque à la télévision. Il était 17h, je crois. Pour le 17h. Ouais. Il n'y a pas de journal à 17h à la télévision. Donc je ne sais pas à quelle heure lui voulait qu'on lise ça là-bas. Deuxième des choses, on nomme au Cameroun à la radio pour deux raisons. Les anciens qui sont sur le plateau connaissent certainement la première raison, puisqu'ils savent plus que moi la vie sans la télé. Bien sûr. Ils savent comment on vit sans la télé, qu'on ne vit qu'avec la radio. De deux, les moments symboliques du pays sont adossés sur la radio. Notamment le plus grand qui est la démission du président Ahidjo, qui est l'annonce du coup d'État. Il y a plusieurs éléments qui font que la radio aujourd'hui est le creuset en matière de sérieux institutionnel. On ne nomme donc pas à la télévision, mais on nomme à la radio. Ouais. Radio qui on ne lit pas les nominations. On ne lit pas à la télévision, on lit à la radio. Troisième des choses, la radio a un responsable central. Ça veut dire que dans une moindre mesure, on va informer le directeur de la CRTV, qui va informer le directeur de la radio pour qu'il prenne les dispositions, ou du moins pour qu'elle prenne les dispositions. Les décrets du chef de l'État, pour avoir eu la chance d'assister, au moins quand ça arrive, c'est pas du jeu. J'apprends que le type va me laisser son pli là-bas. On ne laisse pas le pli. Quand c'est ce pli, vous le lisez, vous remettez, ça rentre. Et puis un inconnu ne porte pas un remaniement. Ouais. C'est pas un type, on va demander que mais il y a un type qui est venu ici avec les gens. Non, on ne va pas dire ça. On va dire le directeur du cabinet civil, le directeur adjoint, le X, on va identifier la personne. Donc voilà un type qui, le voilà que je le vois à l'écran. Bon, vous-même, ce type peut porter la nomination, même dans sa propre famille, si on le nomme héritier, est-ce que lui peut porter ça pour amener ça quelque part? Donc vous voyez, donc, on a créé pour une affaire qui n'en est pas une. Sauf si c'est nous qui sommes trop sérieux. Parce que dans notre pays aussi, parfois, pendant qu'on rit, les gens sont sérieux dans leur affaire. Donc, il faut qu'on nous dise, l'aîné qui a la scientifique, qui a ouvert les plis, a les noms. Il connaît les noms. Il dira, le moment venu, si c'est ce type qui s'est vu vice-président, j'en doute. Mais bon, la nature est faite comme elle est. Mais je vous dis, au niveau des procédures, cette affaire n'aurait pas dû être seulement pour les procédures. On aurait dû rapidement communiquer dessus. Alors, lorsque les services de sécurité capturent
le monsieur et qu'il est exploité, ça veut quand même dire qu'il y a des soupçons qui peuvent aller dans le sens d'éloigner le cas de la démence et surtout d'y voir peut-être une mémoire qui tenterait de creuser un sentiment particulier au sein de l'opinion publique. Les documents que moi j'ai vus circuler, oui, vrai ou faux, la preuve, M. Binavou dit que ça avait tous les d'un vrai. Parce qu'au niveau du timbre, au niveau logistique, c'est correct. Ouais. En fait. Jusqu'à la signature. Donc les vues, ce qu'on appelle le thème, c'est les vues, la construction, donc, tout ça est correct. Donc, soit c'est un fou qui se cachait depuis, soit c'est un type qui est bon, ou alors c'est un type qui travaille, où on fait souvent ça. Ou alors on lui a servi le colis. Ou alors on lui a donné un colis empoisonné, sauf que peut-être comme il est aussi un peu fou, il n'a pas suivi radio, il a suivi télé. Parce que comme je dis, il n'y a pas de journal à 17h à la télévision. Donc il allait faire quoi avec ça là-bas? Donc au fond, comme je dis, le maire l'a dit, c'était une affaire le même jour. On nous dit, il y a un type qui est venu ici là, voici même. C'est vrai que les gens aussi qui ont le nom dedans vont dire que vous m'affichez pourquoi. Mais voici, on a nommé des gens, on a même déchiré déjà, c'est terminé, c'est bon. Si on veut l'arrêter, on l'arrête pour autre chose. Mais pour quand ça sort aujourd'hui, et par un type qui a RFI, à quel moment RFI est au courant, avant nous-mêmes, de ce qui se passe à la CHTV. Comme la CHTV avait peur, la CHTV n'a pas à avoir peur d'un fou qui vous a apporté un document manifestement faux. Parce que le président n'est pas là, et non pas par fax. Il n'a pas peur d'être là et de faire nommer. Et s'il veut nommer, il y a une procédure qui fait qu'on lise les nominations dans les médias. Donc vraiment, on aurait pu faire l'économie de ce mini-complot qui naît dans les esprits des Camerounais. Mais on saura s'il y a une enquête, il faut au moins qu'on donne les résultats de l'enquête une fois terminée. Merci à Tchunkor. Alors, Simon-Pierre, je me tourne vers vous. On va dire, la polémique enfle, Jeune Afrique, pas Jeune Afrique, un média occidental est dans le jeu, mais jusqu'ici, aucune réaction gouvernementale sur une affaire, de prime abord, qui aurait pu être gérée sur un papier de 30 secondes. Un monsieur est arrivé, patati patata, et il a été happé par les services de sécurité. On l'a gardé du temps, quasiment une semaine et demie. Aujourd'hui, l'affaire est révélée, elle suscite beaucoup d'émoi, des interrogations fusent. Le monsieur est au 7. Que se serait-il passé si le communiqué avait été relayé? Monsieur Mbarga, le Cameroun est l'un des rares pays au monde que si on vous explique comment il fonctionne, c'est qu'on ne vous a rien expliqué. Parce que nous sommes en train de parler d'un sujet aussi sensible. C'est vrai, on a un peu essayé d'éviter l'hécatombe. Je m'imagine un peu que si effectivement la lecture de ce décret serait passée sur les antennes de la CIA-TV, est-ce que je suis sûr un seul instant que nous devons être ici là, n'est-ce pas, pour épiloguer de ce sujet? Je vous ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu, c'est vrai qu'on ne va pas faire, on va pas essayer de faire un rapprochement avec votre émission, Le Grand Soir. Vous allez devoir m'excuser, il y a toujours un panéliste qui a souvent l'habitude de le dire, et je veux lui prêter ces mots, que nous sommes à la période du Grand Soir. C'est parce qu'on refuse de voir la réalité et qu'on veut essayer de pouvoir chercher les boucs émissaires. Alors, à ce niveau, quelle est cette réalité que l'on refuserait de voir? Vous la voyez comment? Quelle est la réalité? Je suis en train de voir le Cameroun comme étant ce pays-là où les Camerounais attendent beaucoup comment je vais appeler ça? Attendent beaucoup de nouveau. On attend le vice-président. On attend un nouveau gouvernement. Oui. Les Camerounais sont impatients. Et vous allez comprendre que comment se fait-il que c'est après le départ du président de la République pour des soins de santé qu'on va se retrouver avec une telle situation. Il faut se poser des questions. Vous devez donc comprendre que peut-être ce sont des clans qui sont en train de se former. Alors vous écartez l'hypothèse de la démence? Pas du tout. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Moi, je ne suis pas là pour épiloguer sur le fait qu'on va dire la démence. La démence vient chercher quoi dedans? Est-ce que vous pensez que ce monsieur qu'on a vu sur la CIA-TV, dans les bureaux de la CIA-TV, il s'est levé, c'est quoi le bon matin? Quelqu'un qui a fait la démence, il est en train de partir?
C'est vrai que pour un fou, il est carrément bien habillé. Il est bien habillé. C'est vrai que je suis d'accord avec mon copanéliste là qui dit tout à l'heure que même lorsqu'on le voit, quand même, ça pose quand même problème quelque part. La réalisation, on va voir le monsieur en question. On sera en train de se poser la question, est-ce que quelqu'un qui porte un tel décret devrait Arthur, profilage au vu de l'habillement du monsieur, c'est vrai qu'il n'est pas débraillé. C'est vrai aussi que par rapport à l'événement, la nomination du vice-président, la tenue paraît quand même légère. Je suis péremptoire, ce type ne venait de nulle part. Sauf si on l'a pris en route là. Oui. On lui a dit va donner. Ce n'est pas possible que dans cette tenue, vous sortiez de la présidence. Parce qu'il faut aussi rappeler qu'un acteur externe ne porte pas les textes d'une administration. En fait, ce n'est pas possible au Cameroun. C'est pas possible. Ça veut dire que si on va nommer au ministère du Travail, quelqu'un du Minader ne peut pas amener ces textes à la radio. C'est pas possible. Merci. Allez-y, Simon-Pierre. Monsieur Mbarga, je voudrais qu'on se dise quand même une vérité. Ça, nous sommes en train de parler de ce qui est réel, les faits. Oui. Ça, il faut le dire, c'est comme ça que les choses devaient se passer. Mais au Cameroun, là, nous avons toujours eu l'habitude de voir des choses se passer autrement. Donc, vous soupçonnez qu'un monsieur de carré peut être porteur d'un pli. Je suis péremptoire. Qui modifie l'avenir et la vie du Cameroun. Je suis péremptoire là-dessus. Ce monsieur n'est pas sorti de nulle part. Pourquoi on n'a donc pas lu? Non, il n'est pas sorti de nulle part. Parce qu'il faudrait qu'on soit vraiment dupe pour ne pas le comprendre. Je vous ai dit tout à l'heure que nous assistons à une période où, effectivement, ce qu'on a voulu créer dans l'imaginaire, certainement des Camerounais, c'est que peut-être que vous voyez même d'abord, même le décret dont on est en train de parler. Ouais. Vous n'avez pas vu que la signature en question, il faut se poser des questions, quelles sont les personnes même qui ont signé cet acte-là. Alors, le décret, expert pour expert, c'est qu'on l'a interrogé en préparation de cette édition du Grand Soir, nous rassure que à des degrés près, c'est la signature du chef de l'État. La signature du chef de l'État. Ah non, mais bon, scanner ou rien, bon, là encore, c'est notre débat, mais la vérité est qu'il s'agit effectivement de la signature du chef de l'État. Pourquoi je vous ai dit donc que dans les arcanes du pouvoir, il y a une bataille qui s'est installée dans les arcanes du pouvoir. Et chaque personne à son niveau, lorsqu'il sent une occasion quelconque, il décide à un moment donné d'utiliser le levier qu'il utilise pour essayer de faire bouger la ligne. Vous avez vu aujourd'hui, on est en train de parler, c'est vrai, quand on va encore voir, on a vu ce décret, on va même se poser la question, attendons, on va encore le décret, parce qu'on va faire des années et des années, on ne va même plus rien voir. Parce qu'on connaît bien le système de fonctionnement du président de la République. Ouais. Et lui, il a ce système-là qui, peut-être, dans sa façon de fonctionner, il est toujours discrétionnaire dans sa façon de fonctionner. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où c'est extrêmement gravissime. Quand on voit une telle situation, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est rare de trouver une république qui fonctionne comme au Cameroun. Où on voit comment on utilise la signature du chef de l'État avec un décret. On voit comment quelqu'un entre dans une chaîne nationale. Et on vient me dire que non, il est arrivé là-bas par effraction. Non, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui l'aurait mandaté. Mais sauf que pour attirer l'attention des uns et des autres, on a voulu certainement dire, bon, ok, on peut prendre quand même quelqu'un qui est du genre un style. Ouais. On lui remet le pli fermé, on lui demande d'aller là-bas et d'aller déposer. Et heureusement, aussi ceux pour qui, en fait, les personnes qu'il a trouvées sur place ont eu la banalité et l'intelligence de se référer à l'administration pour se rassurer, effectivement, si ça avait été vrai, si le décret était vrai ou pas. Merci. Donc, on comprend que moi, et je suis péremptoire là-dessus, je vous ai dit, ce décret-là, ça vient de quelque part. Et le quelque part là est connu. Merci, merci. C'est bon, Pierre. Alors, je m'en vais relayer une contribution parmi les millions qui sont déjà arrivés sur nos différentes plateformes. C'est celle de Soulé Onoyolo. C'est un né dans le métier du journalisme. Pas encore. Il promet une grande actualité et sur la question. Gardez votre mal en patience, monsieur le maire. Alors, il dit ceci. Bonsoir, bref, grand Stéphane. Merci pour les mots gentils. Je vous regarde. Bonsoir à votre panel. Bien vouloir rappeler à votre panéliste Arthur encore que les faits ne se sont pas déroulés à la maison de la radio où Aimé Robert Biena est directeur central radio. Ce n'est pas la télévision. Ce n'est pas à la télévision. Et le porteur de document voulait qu'il soit lu à l'édition du journal par les radios de 17h. C'est une précision
importantissime. Merci à vous, Soulé Onololo, pour justement la contribution. Alors, on prend une note rapidement, autant qu'Arthur puisse se retrouver dans son téléphone. Bonsoir Stéphane, pour moi ce n'est pas anodin. Il y a plusieurs plans, on veut livrer quelques membres du gouvernement dans cette affaire pour les saboter, parce qu'ils savent qu'un remaniement ministériel est proche. Merci pour la contribution. Malheureusement, elle n'est pas signée. Bonsoir, monsieur Stéphane Bagay, à votre panel. En rapport avec la thématique et les faux documents, je voudrais humblement dire que ce qui a failli se passer est extrêmement grave. Et à mon sens, ce n'est pas un acte isolé, mais excusez du peu, il s'agissait d'une tentative de coup d'État. Les répercussions de la lecture de ce document auraient été catastrophiques à un moment où le chef de l'État n'est pas dans le pays. Il s'agit en outre de conséquences d'une longue attente institutionnelle due à l'attente de la nomination de tout ce que nous connaissons. Et c'est encore la preuve que les clans essaient par tous les moyens d'avoir le pouvoir. Et ceux qui sont probablement proches du chef de l'État ne sont plus d'accord avec un certain nombre de choses. Merci. Malheureusement, la contribution n'est pas signée. Bien vouloir signer une contribution, on voudrait bien savoir à qui on a affaire. Bonsoir tous les panélistes. Pourquoi avoir seulement divulgué le décret de nomination d'un vice-président? On veut connaître les noms des membres du gouvernement nommés. Ça peut donner une idée sur l'officine à l'origine de ce coup d'État. Merci à vous Frédéric depuis Kribi pour la contribution. Stéphane, le grand soir en train de prendre forme dans les batailles pouvoiristes au sein du grand rassemblement du RDPC. Voilà dans la cartographie de la grande opposition au sein du Sérail, différemment des autres partisans de l'opposition qui font la danse nutritionnelle autour du grand R. Dans ce cycle de fantasmagorie dans les nominations, si demain nous avons le vrai document, quelle sera la valeur en termes de crédibilité et certification? Des situations qui dégradent mon triangle. J'exhorte le président de la République d'être sur le perron du palais de l'unité et écouter attentivement le SGPR, lire les admis. Thomas Massok a réagi. Alors, monsieur le maire, je me tourne vers vous. C'est vrai que la question se pose. Que se serait-il passé si effectivement le pli avait été relayé? Si l'on apprenait que X ou Y est désormais vice-président du Cameroun, comment lui dire des heures après que ce que vous avez écouté, il s'agit tout simplement d'un fake? Stéphane Barga, lorsque vous prépariez votre émission de ce soir, vous m'avez demandé si j'acceptais de parler de ce sujet. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez posé cette question. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que vous aviez des doutes que je n'acceptais pas de parler de ce sujet. Mais je vous ai dit que j'en parle. Oui, c'est vrai aussi. Je vous l'ai dit. Quel que soit ce que mes gens vont penser, je dois en parler. C'est vous qui dites faux document. C'est vous. Vous dites le contraire, vous? Moi, je ne dis rien. Il n'y a pas longtemps, Jeune Afrique a titré sur une activité banale. Le gouvernement s'est empressé à démentir ça. N'est-ce pas? Oui. Quand on dit qu'un de 93 ans est parti en Europe et il passe par l'hôpital, si tu es lucide, c'est ce que tu dois faire. Ouais. Un homme lucide, même Arthur, si tu es en Europe, va te faire consulter. C'est banal, c'est normal. Mais on a fait un random là-dessus, le président n'est pas malade, il travaille partout, il travaille tout le temps. Il est... Voilà l'un des problèmes où il faut que les gens se prononcent. Pourquoi on ne se prononce pas? C'est vrai que jusqu'ici, il n'y a aucune réaction gouvernementale, ni même la science suivie. C'est ça que je dis, c'est vous qui dites faux document. Stéphane Barga, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est qu'en réalité, ces documents sont devenus des ordures. Vous vous rappelez que la constitution qu'on a revue il n'y a pas longtemps, on avait ça un mois avant sur les réseaux sociaux. C'est seulement le mode opératoire qui a changé. Nous avons chaque semaine un gouvernement. Vous le savez, non? C'est publié. Mais il s'agit de quoi? Et là, maintenant, il faut questionner le contexte, Arthur. Toi qui sais lire les signes. Je vous disais ici, il y a quelques mois, que seul le président Biya peut gérer ces gens qu'il a créés. S'il veut nommer un vice-président, il faut qu'il nettoie. Au cachet. Le président Biya a créé des hommes qui sont devenus des monstres. Il n'y a que lui pour les gérer. S'il veut nommer un vice-président, quel qu'il soit, il faut qu'il nettoie avant
de manière à rendre la maison propre, de manière que l'État puisse faire son travail. Dans le cas contraire, ce sera très difficile. Et je peux vous rassurer que le nettoyage a commencé. Même si vous ne le voyez pas, le nettoyage a commencé. Et c'est ce nettoyage qui motive donc ce qui se passe à l'heure actuelle. Je vous dis que le nettoyage a commencé. Vous m'avez demandé que j'en parle. Le nettoyage a effectivement commencé. Pour nettoyer, il faut aller acheter le balai. Celui qui sait que la maison est sale, lorsqu'il voit qu'on a envoyé quelqu'un acheter le balai, il commence à imaginer ce qui va se passer. Voilà le contexte, c'est celui-là. L'autre contexte, c'est que le président n'est pas là. Ouais, le timing. C'est vrai que... C'est pas ça le problème. Le président peut signer un document aujourd'hui et qu'il soit formalisé le mois prochain. Ah, tu le sais. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est pas... Le timing est tel que aujourd'hui, les gens sont dans l'attente. Et il n'est que pour personne que nous nous battons tous pour accéder, qui est au gouvernement, qui est à la vice-présidence. Nous nous battons tous. Le nom là inclus, c'est pas absolument moi. Ouais. Vous comprenez? Nous savons, vous regardez les figures des gens. Quelle était l'ambiance que le président voyageait? On a vu certains heureux de voir le président partir. On a vu également des gars qui n'étaient pas heureux. Oui, chacun en fonction de sa posture. Arthur ne veut pas parler de ça, c'est ça le contexte. Pourquoi est-ce que le président voyage, il y en a qui sont mécontents? Et il y en a qui sont très contents aussi. N'est-ce pas? Ce contexte nous amène à comprendre qu'est-ce qui pourrait se passer, je pense, sur conditionnel, hein, oui, dans ces conditions-là. Personne ne peut être fou au point de porter un courrier pour aller dire que c'est le décret chef d'État. Personne ne peut pas. Personne ne peut. Même la folie, là. Dans mon village, il y avait 2 folles. Il y a une qui avait trouvé sa consoeur de folie en train de manger les excréments de la chèvre. Vous savez que c'est les petites boules là. Il lui a dit, oh, Angonjo, ton niveau là. Tu nous as gâté la folie. Ce monsieur n'est pas fou. C'est pas un fou? Non, pas du tout. Alors, il s'agit de qui alors? Un mandataire? Il s'agit certainement d'un instrument de changement de méthode. Oui, ou la preuve que les acteurs institutionnels n'auraient pas accepté de faire ça. Vous vous rappelez qu'il n'y a pas très longtemps, on nous a dit, je n'ai pas eu le temps de vérifier, que le réseau normal pour les nations s'était mobilisé. La DSP, la sécurité, tout ça, tout. Nous, on l'a dit. Mais rien ne s'est passé. Il y a... Le réseau normal aurait été neutralisé? Je vous dis que rien ne s'est passé. C'est-à-dire la procédure que Arthur décrit là avait été mise en branle, ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas arrivé au bout. Il n'y a pas longtemps non plus, certains pontes du régime étaient en train d'aller se faire entendre au TCS. Ils ont fait demi-tour à un moment donné, grâce à leur réseau de protection. À l'heure actuelle, des pontes se font entendre au TCS. Oui. Pourquoi voulez-vous que ces pontes se laissent calancer? Happé. Oui. Donc, tout le monde sait que le chef de l'État était quelqu'un de très... Bon, l'homme il y a 20 ans, c'est pas la même chose. Mais dans tous les cas, il a gardé les rudiments de son caractère. Si vous parlez d'une histoire, lui n'en parle plus. Il attend un peu. L'objectif n'était pas qu'on lise ces documents à la CRTV. C'était pas l'objectif. Tout le monde savait que dans ça, on ne le lirait pas. Tout le monde le sait. Si on utilise la personne qui sonne l'alerte en sachant que le message va passer. Le message a été envoyé au chef de l'État. C'est ce message qu'il faut comprendre, qu'il faut écouter. Comme c'est le président. Quel pourrait être ce message? Nous sommes impatients, il faut se presser un peu. Non, les gens ne sont pas impatients. Ils veulent m'empêcher d'agir. Vous avez également... Ils veulent le statu quo? Oui, bien sûr. Cette semaine également, le professeur Vienne-Ndoa Bigouré a quand même publié le fruit de ses recherches. Nous avons des gens qui nous coûtent 40 milliards qui ne devraient plus être là. C'est tout ce mélange-là qui fait que si vous questionnez qui a placé ces gens, Stéphane Barga, pour être vice-président, il faudra qu'on vous laisse créer votre réseau. Ou qu'on annule celui qui est là pour vous laisser créer le vôtre. Alors, ceux qui sont en capacité justement de créer ou de laisser créer des réseaux, ils ne sont pas 10 au Cameroun? Bien sûr. La seule personne qui peut laisser créer, c'est Paul Biya. Ils ne sont pas 2. Il vous nomme et vous laisse faire, même contre son avis. Ça peut être un piège. Mais je vous dis,
ceux qui ont des réseaux, parce qu'en fait, il y a 3 personnes, je ne donnerai pas leur nom ici, qui ont la capacité d'être vice-président. 3 personnes. Oui. Si vous lisez la révision constitutionnelle, elle concerne M. Biya lui-même. Ça ne concerne pas le Cameroun. Et dans ces conditions, il n'y a que 3 personnes. La première, sur le plan administratif, a déjà le pouvoir du vice-président. La deuxième doit se positionner pour protéger le président. Et éventuellement quelques membres de sa famille. Je sais le même quelques, pas du tout. La troisième personne doit se rassurer que c'est sa personne qui est là. Ça devient très compliqué, ça, monsieur le maire. C'est pas compliqué. Ça va, je suis l'accès au président. Ça va, je suis effectivement l'accès au président. Et vous suivez également qu'il n'y a pas très longtemps, le président avait... Il s'était éloigné de pratiquement tout le monde. Et vous vous souvenez qu'il n'y a pas très longtemps non plus, un peu plus de... Par peur, par méfiance. Je vais en venir si vous permettez. Le président s'était fait... Il est allé se soigner et les gens n'étaient pas au courant de ses soins. Bien qu'étant avec lui. Tout le monde n'était pas au courant. Cela montre quoi? Que le président, c'est vrai qu'il est diminué sur le plan physique et par conséquent même sur le plan cognitif de temps en temps. Mais il connaît avec qui il est. Si vous regardez les différentes réformes, les nominations dans l'armée, vous allez comprendre que le président, si vous regardez la direction de son voyage, vous allez comprendre que le président se méfie de certaines personnes. Il prend du recul. Il prend du recul, il prend un peu de temps. Et le fait même que le président ait promis des choses qu'il ne fait pas, doit être analysé par les juristes comme Arthur. On fait sortir les gens du bois. Est-ce que le président volontairement n'a pas voulu faire comme en 2011, où je vois vous donner une révélation aujourd'hui. Le G11 a été créé pratiquement par le président lui-même. Et le gars vous dit, mais attendez, qu'est-ce qu'on fait là? Comme il sait ce que vous avez fait, il vous dit, proposez-moi un gouvernement. Il n'y a pas eu autant de détournements que ce gouvernement de 2011. Pourquoi le président n'est pas allé avant de on peut mettre les gens? Il a mis, s'il y a 100 personnes en prison pour les détournements de fonds publics, 80% date de 2011. C'est comme ça qu'il faut le dire. Donc là où les gens ils ont poussé le président au bout. Bon, je veux dire, le président a reculé face à ses collaborateurs, face à certaines nominations. C'est-à-dire, il vous dit, prenez-moi ce monsieur, on vous dit, il n'est pas là. Il vous dit, j'espère qu'on n'aura pas besoin de... Non, monsieur le président, laissez-nous faire notre travail, il vous a laissé. Aujourd'hui, là, que le président veut se démarquer. Parce qu'il n'a plus de choix, lui. Il n'a malheureusement plus le temps avec lui. Il doit agir, peut-être pas tout de suite comme je le souhaite, mais il doit agir de façon très réfléchie, de manière que... Subtile. Subtile. Qu'il garantisse lui-même, parce que le président vous a toujours dit qu'il est d'une famille où les gens vivent longtemps. Le président peut encore faire 10 ans de vie. Biologique. Oui, biologique. Mais pour qu'il les fasse, normalement, il faut qu'il soit protégé par 2 cadres de personnes. Pas le vice-président qu'il va nommer et qu'il va intégrer le gouvernement. Parce que vous ne pouvez pas avoir un vice-président qui n'a pas participé à l'élaboration du gouvernement. Mais également, par le peuple camerounais, qui devrait peut-être le comprendre. Peut-être. Merci. Je communique. Donc, je vous ai fait un schéma. Je ne vous cherche pas de décrypter ce que j'ai dit, mais je vous dis que ce qui s'est passé là est plus qu'un complot. L'objectif n'était pas de lire. On a passé un message au chef de l'État. Et c'est pour ça que personne n'a le courage de démentir que ce monsieur qui a dit. Maintenant, la dernière question, si vous la posez, comment un gars de RFI Info parle d'une histoire dont il n'est pas dépositaire? Qui lui a donné? C'est la grande interrogation, monsieur le maire. Non, ce n'est pas l'interrogation. Dans tous les cas, il n'a pas puisé dans la poubelle. Merci. On a fait dire ça à Paul Kapesoma. Merci, merci. Pourquoi seulement RFI? Pourquoi on n'a pas donné ça au gars du messager? Pourquoi pas Info TV? Merci pour l'interrogation. On sait, je vais vous dire, j'ai fini par là. Le président a accroché à 3 sources d'information. Il y a les renseignements généraux multiples au Cameroun. Il y a le bulletin secret du Quai d'Orsay qui paraît tous les jours. Et les services secrets américains. Si vous voulez que le président suive tous les jours, je parle même que ses collaborateurs ont accès aux services secrets nationaux. Mais à l'international lui-même, on sait que si le président, pour informer le président de la République, il faut faire dire par RFI.
Mais merci, monsieur le maire. On l'a compris. C'est pire qu'un complot. C'est pire qu'un complot. Pour vous, il y a d'autres acteurs qui ont justement analysé la situation. Valère Bertrand Bessala, qui est un grand ami du Info TV, Jean-Moïse Mbok, lui aussi, via ses différentes pages, a esquissé des analyses qui l'ont amené à penser qu'il s'agirait d'un vrai faux. Je pèse mes mots, vrai faux document, et que malheureusement ou heureusement, le nom qui a été abondamment relayé sur la toile comme le nom du vice-président, ne serait pas le nom de départ. Stéphane Barga, Monsieur le maire, une seconde. Oui. Le seul faux là-dedans, c'est le nom qu'on a enlevé pour mettre le tchat là. Comment il s'appelle? C'est le seul faux. Merci. Lui, au moins, c'est faux. Ça peut se décrypter. Jean-Maurice Mbok. Alors, voilà l'analyse que Valère Bessala rend publique. Est-ce que vous y croyez qu'il y ait justement eu cette manœuvre-là avec un vrai nom qui aurait été extrait et qui aurait eu un nom de pâture jeté comme ça à l'opinion publique, eu égard justement au tollé provoqué par l'affaire? Écoutez, nous sommes au Cameroun et tout est possible au Cameroun. Franchement, nous sommes dans un cadre, un contexte de léthargie, de frustration, de confusion qui laisse voix à tout. Donc aujourd'hui, il faut rappeler, et je suis d'accord avec mon ami Valère Bessala, que l'industrie du faux en écriture, c'est vraiment une ingénierie. Une ingénierie avec un objectif. Et l'objectif, on peut l'atteindre ou ne pas l'atteindre, mais au fond, il y a un message qu'on passe. Oui. Et là, je rejoins monsieur le maire. Le but n'était pas qu'on lise ce document, mais c'était de dire, voilà jusqu'où on est capable d'aller. À ce niveau, Jean-Maurice Mbok, alors, si un nom, je présume, d'une personnalité importante de la République est dans le pli, qu'il soit faux, qu'il soit vrai, c'est un nom qui existe, mais pourquoi l'enlever au dernier moment pour mettre celui qui a été présenté à l'opinion publique? Parce que, à la base, ce document est faux. Arthur a expliqué comment ça procède. Ça, c'est non, c'est la procédure qui est fausse. De deux, quand vous lisez le document, dans tous les textes, l'article 1 nomme, l'article 2 annonce... Mais là, il n'y a pas de faux. Là, c'est clairement libellé. Les visées sont claires. Hein? L'article 2, même déjà de ce document, est faux. Parce que l'article 2 parle de publication. Pourtant, l'article 2 annonce les avantages et les intérêts du concerné à l'article 1. Donc, il y a déjà un défaut à ce niveau-là. Et dans le style, mais en fait, je dis que le faux en écriture, c'est une officine, c'est une organisation. On sait ce qu'on met, ce qu'on enlève, parce que ceux qui connaissent la mécanique, ils savent que ça ne passera pas. Faut pas qu'on se rapproche. Pourquoi ne lisez pas? On se rapproche aux deux aussi. Oui, c'est trop bien fait. Au fond, ça nous montre qu'il y a également une organisation du faux dans toute la machine Cameroun. On parle souvent d'un Ngouakele est pourri, mais il y a une industrie de faux là-bas. On parle de soie derrière un certain marché pourri, mais il y a des industries de faux là-bas. On fabrique tellement de faux documents qu'aujourd'hui, on arrive à un contexte où la présidence est obligée d'anticiper. Sinon, elle se retrouve dos au mur. Comment on organise un coup d'État dans un pays comme le Cameroun? On ne peut pas soulever l'armée, mais on peut créer la confusion et diviser l'armée. Dans ce sens que, si c'est moi qui suis nommé vice-président, mes frères du village généraux vont venir me saluer. Mes amis généraux vont venir me saluer. Et puis on dit 2 jours après que ce n'est pas vraiment ça. C'était une autre personne. Qui va dire? L'armée est divisée. Non, ça peut, puisque c'est faux. C'est faux. Mais je dis que c'est faux. Puisque premièrement, les canons ne sont pas respectés. Deuxièmement, le modèle n'est pas respecté. C'est faux surtout, ou alors c'est faux juste sur le nom de celui qui a été désigné comme vice-président? Stéphane, je dis que c'est faux surtout. Mais c'est pas ce qu'Arthur sur le plateau a dit. Bon, je reviens. Dans le libellé du texte, il y a quand même des similitudes. Dans la signature du président, ceux qui ont les yeux ont reconnu la signature du président. Il dit, tout le document, je vous ai dit, la technique de visa, c'est ça. Et c'est ça. Maintenant, il peut vous embrouiller au milieu du document là, et la signature est vraie. Pourquoi ne lisent pas? C'est pourquoi ne lisent pas? C'est toutes ces scories qui font qu'on... Ça fait vrai ou un vrai faux? Faisons une transposition. C'est vrai faux. Un faux billet de 10 000, c'est 10 000 qui est faux.
Mais en termes de valeur, ce qui revient, c'est 10 000. Sur l'écriture, dans les deux cas, c'est 10 000 qui revient. Un faux billet de 500, c'est 500. Sur l'écrit, mais dans la véracité. On retient 500. Voilà, là on retient le décret, on a nommé quelqu'un. Très bien. C'est ça qu'on retient. Donc, je peux que je parle de faux en écriture. Le faux en écriture n'est jamais loin du réel. Il n'est jamais loin de ce qui existe, ce qui est logique. Mais c'est une officine qui a un objectif. Créer la confusion. Créer le chaos. Du coup, le nom potentiel de la personne qui était effectivement là doit être enlevé. Et là, moi, je salue l'intelligence des forces de sécurité. Parce qu'un projet macabre comme celui-là, et mon frère l'a dit, ce n'est pas un dément, ce n'est pas un fou. Même monter un document comme celui-là, il faut d'abord avoir la société dans le ventre. Parce qu'aller prendre la signature de Paul Biya, non, c'est tu n'es pas simple. Non, mais je dis que c'est des gens qui ne sont pas simples. C'est pour ça qu'ils ont mis un point avec l'article 2. Oui. Voilà. Il n'y a jamais eu de vice-président. Non, ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas comment ça procède. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, Stéphane, vous montrent que c'est une organisation qui avait un objectif. Passer un message. Mais à qui? Eux seuls le savent. C'était leur projet. Non, le chef de l'État. Maintenant, pas que. Le chef d'État et ses collaborateurs. Maintenant, le deuxième volet, c'est un volet de groupe. Où il y a un groupe qui se dit, organisons-nous, créons l'agitation. Anticipons. Et peut-être, si notre affaire mort, parce qu'on peut tomber sur un jour sur un journaliste qui est fatigué, qui veut rentrer chez lui, vraiment, donnez-moi les trucs, je lis, vraiment, je vais rentrer chez moi. Votre affaire là, en plus, il voit le nom, c'est Mbok. Mbok n'est pas son ami. Donc il a quel intérêt m'a fait trop faire attention, il lit. Et puis, ceux qui avaient un objectif derrière atteignent l'objectif. Nous sommes dans un cas aujourd'hui où on ne peut pas négliger même le volet coup d'État. On ne peut rien négliger. Donc aujourd'hui, que les services de sécurité de renseignement aient pris d'abord l'affaire pour cerner et comprendre, c'est de la sagesse et c'est même la façon de procéder et de faire. Ça nous renvoie au deuxième élément qui est la puissance et la force de la communication. La communication cadre, elle recadre, elle informe, et elle rend le vrai, elle rend justice à qui écoute. Aujourd'hui, si la présidence de la République ne se dote pas d'un porte-parole en bonne et due forme pour pouvoir expliquer les choses de la maison, on aura un souci parce qu'aujourd'hui, et M. le maire l'a dit, imaginez si le décret était passé. Comment, dans le cadre technique, on allait venir le battre en brèche. Pourtant, quand il y a un porte-parole, il dit... Le chef de l'État a signé tel décret, tel décret, tel décret. On va le lire au journal clair, mais au moins, déjà sur le perron, on l'a lu. On a même fragilisé même la façon désormais de nommer les deux. Très bien. Non, on veut faire que le chef d'État. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à la radio, ce n'est plus possible comme on croyait avant. Ça veut dire qu'il faut maintenant changer la façon de faire ça. Le coup d'État, le porte-parole de la présidence. Voilà, le coup d'État, donc, à ce moment, il est où? Monsieur le maire a parlé des gens qui sont convoqués tout le temps au TCS. Certains savaient que les carottes sont cuites. Oui. À ce niveau, ils se joignent à l'officine pour dire il faut discréditer tout ça. Il faut asseoir la confusion. Il faut amener les Camerounais à se soulever parce que certains ont intérêt aujourd'hui à ce qu'il y ait le chaos. Certains ont intérêt aujourd'hui à ce qu'il y ait le désordre. Pour le chapeau poursuite judiciaire. Certains ont intérêt à ce que le gouvernement reste tel qu'il est. Et là, une fois de plus, intérêt le chef de l'État. Parce qu'il a l'obligation soit d'entériner le gouvernement qui est là, de lui donner quitus de fonctionner jusqu'à la date des prochaines élections locales, mais il doit faire quelque chose. Parce que ce qui vient de nous arriver là, on n'a pas échappé à quelque chose. Nous sommes passés à côté d'un danger qui reste présent et permanent. Parce que demain, je vous ai dit, après le cas du vice-président et du gouvernement, vous allez voir bientôt les nominations de l'armée, les nominations dans la police, les nominations dans tous les différents corps. Alors, comment est-ce qu'on sera, Arthur, monsieur le maire et tout le plateau, comment est-ce qu'on fait désormais pour savoir que cette fois-ci, c'est vraiment le président qui a signé? Si des gens peuvent déjà arriver avec des documents, il faudra quoi? Le BIG accompagnant un porteur de projets, de documents, il faudra quoi? Que le général, le chef d'état-major lui-même soit derrière lui pour l'accompagner, pour qu'on sache que effectivement c'est la présidence et c'est le président qui a validé ce gouvernement. Comment est-ce qu'on va faire désormais? Les Ivoiriens vous disent, même souris saoulée connaît carrefour de chat. C'est pour ça que vous avez vu qu'on a pris un kidam.
Parce que, visiblement, ceux qui sont derrière ce vrai faux, ce faux vrai, savent que s'il fallait convoquer le circuit formel, cela allait vous dire non. Parce qu'on va dire tout ce qu'on va dire, l'armée camerounaise est loyale aux institutions. Elle du peut pas moins, céder à ce qu'on voit, Oui. ce qu'on en sait. Donc, on n'aurait pas pu convoquer la DSP, on n'aurait pas pu convoquer le cabinet civil, le secrétaire général de la présidence, la GP, le BI, on n'aurait pas pu convoquer ces gens pour accompagner cette expérience. C'est comme ça que ça marche, j'insiste. Ouais. Il y a la sécurité quand on lit un décret et vous ne recevez pas avec cette copie. Le type est dans le studio avec vous et leurs armes sont visibles. Il faut bien que vous compreniez que Vous c'est lisez pas- pas d'autres noms. Vous prenez, vous lisez, vous leur remettez, ils rentrent avec leur papier. Donc, on n'a pas pu mobiliser cet appareil-là. Donc, crédibiliser un décret n'est pas un problème. C'est pas ça le problème au Cameroun. Quand ça va devoir se faire, Ça se ça va fera. se faire. Et on la relève, on voit les gens en armes arriver. N'inquiétez pas. Quand ça va devoir se faire, ça va se faire dans les règles. Et celui qui veut contester va comprendre que autant la nature a horreur du vide, autant la prison a horreur du vide. Merci, merci. Arthur, Jean-Moïse, vous Je suis en disant Faut clore le simplement propos. qu'il faudra que le message arrive à qui de droit. Premièrement au chef de l'État, qui doit intégrer que les Camerounais sont fatigués. La lassitude, vraiment, ça part dans tous les sens. Et on ne peut pas avoir la promesse du patron de la République et rien ne se passe, rien ne se fait. Ce qui tue dans toute cette affaire, c'est le silence et du chef de l'État et l'agitation gouvernementale quand il s'agit d'une fausse information comme celle de sa santé. Où le gouvernement doit parler, il ne parle pas. Où ils ne doivent pas parler, c'est là qu'on les voit sauter et crier. C'est ici que la communication devait donc se lever pour dire attention. Dans les normes, voilà comment ça procède. Voilà pourquoi je dis que la communication repart. La communication arrange. La communication repart, la communication arrange, mais est-ce que quelqu'un, bon, à moins que M. Nko dit déjà avoir assisté à ce grand moment de la vie de la République, mais il y a aussi un mystère qui entoure quand même cette lecture de nomination, le procédé qui amène à ce qui est la lecture depuis la présidence jusqu'à la CRTV où le décret est lu. Il y a quand même un procédé, il y a un modus operandi. Peut-être c'est lui qu'il faudrait démystifier. Pourquoi on n'arrive pas à ce que quelqu'un se lève du quartier, influencé ou pas, et vienne avec un pli fermé. Mais Stéphane, je vous dis que ces gens ont un projet. C'est pour ça que rien n'est à prendre à la légère. Même le vestimentaire de l'individu. On vous parle d'un ingénieur, non? Le monsieur est ingénieur formé aux mines. Donc ce n'est pas non plus le fou de quartier qu'on a pris. Mais c'est pour simplement dire qu'ils sont dans un projet. L'individu qu'on a choisi, on lui a même certainement dit comment tu t'habilles. Parce qu'il ne faut pas que ce soit véritablement ça. Il faut créer une fausse piste, des gants de fumée. Le but est justement de créer une sorte de confusion dans le système, dans le régime, et de passer le message au chef de l'État. Mais aujourd'hui, la nature aurait du vide. Arthur l'a dit. Le Cameroun est vide en termes de communication. Les gouvernants ne communiquent pas. La présidence ne communique pas. Il faut tout le temps venir sur des plateaux, supputer, débattre et essayer de dire la chose comme elle est dite. Alors quand quelqu'un du RDPC explique même ce qui est logique, on dit que oh, ça c'est le RDPC. Comme si ça n'a pas de sens. Pourtant, en fait, on devrait avoir un gouvernement qui s'exprime quand il le faut, de manière pointue, de manière responsable, pour que et les réseaux sociaux et les ennemis de la République n'aient pas à reprendre une chose qui devrait être simple et normale. Merci Jean-Moïse. Ce n'est pas à Jean-Moïse. prendre à la légère ce qui vient de se passer et le boss n'a pas intérêt à se taire sur ce coup-là. Merci. Alors, justement, le boss n'a pas parlé, mais les Camerounais, et ils parlent nombreux. Bonsoir Stéphane. Et si, comme un décès qui avait été annoncé il y a plusieurs années, le concerné avait demandé d'attendre un peu, au moins 20 ans après. Donc peut-être il faudrait attendre 20 ans pour qu'il y ait le prochain gouvernement. Autre réaction, bonsoir, je suis M. Ngale, homme politique. Pour ces faux documents, c'est une technique de diversion et de distraction. Le but ici est de faire que le gouvernement gagne encore un peu plus de temps. Merci pour la contribution. L'objectif serait, d'après moi, créer un choc institutionnel, coup d'État en douce, le but affiché dans le faux décret, annoncer la nomination d'un vice-président, remplacer tout le gouvernement, si lu à 17h à CRTV, ça devient vrai pour dominer les Camerounais avant que le démenti arrive. Objectif, provoquer la confusion totale. Deux gouvernements qui se revendiquent légitimes. Panique, ministre sortant contre ministre effectif. Déstabilisation de la communauté internationale réagit, marché armée en alerte.
de profiter du contexte politique, l'acte intervient pendant l'absence du président Paul Biya en Suisse. Le débat sur la succession et le poste de vice-président étant très vif. Autre hypothèse. Oh là là. Test de réaction. Voir si la CRTV et l'État vérifient vraiment ou si un faux passe. Manœuvre de plan, faire croire à un remaniement décidé par Etuji pour forcer la main ou éliminer des rivaux. Troubler l'ordre public, créer la psychose dans un contexte de transition. C'est Maël Ekwaso qui nous a écrit. Il continue et achève en disant la manœuvre de falsification de la signature du président de la République Paul Biya traduit d'une complicité dans certains personnels de la présidence de la République. Là, on va faire attention. Personne ne l'a dit et c'est pas avéré qu'il y aurait des complicités à la présidence de la République pour le cas échéant. C'est fait dehors. Bonsoir le panel. Quand on arrivera au vrai document, qui viendra lire ce vrai document? Le grand soir de Wago est arrivé, c'est sûr. À quand la vraie heure? C'est M. Amara d'Abidjan qui a réagi. Bonsoir le plateau. Le document de nomination intercepté à la CRTV est une tentative préparée. Non. Il faut organiser, c'est facile. Il faut faire attention. Organiser. Nous, on ne va pas jeter en pâture des serviteurs, des très hauts serviteurs de l'État sur ce plateau. Justement, lorsque l'on suppute ici et là sur le nouveau gouvernement, le président Paul Biya, bien que Jean-Maurice Mbok ait dit qu'il ne s'exprime pas beaucoup, s'était exprimé sur la question il y a quelques années. Suivons-le d'abord et on revient tout de suite après. Président. Alors, les élections ont eu lieu, l'Assemblée est en place, le bureau aussi, mais je ne vous apprendrai rien, les supputations continuent dans l'opinion quant à la formation tenue pour imminente d'un nouveau gouvernement. Est-ce que tout cela, c'est une vue de l'esprit? Bien sûr, il y a eu des élections, il y a peut-être dans certains esprits la nécessité d'ajuster le gouvernement aux résultats obtenus. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres priorités. Et puis, je ne vous apprendrai rien en vous disant que du fait des élections, de la campagne et de tout cela, on a noté un certain infléchissement des recettes et des données économiques au cours du mois de mai. Il faut que le travail reprenne au plus haut niveau. Donc, l'autre priorité, c'est de retrousser les manches et de travailler. S'il y a restructuration du gouvernement, c'est une priorité à mettre dans un avenir pas tout à fait immédiat. Mais si d'aventure, M. le Président, il y avait ce réajustement, je présume que vous resteriez dans votre option d'ouverture. Ce serait quelle ouverture, avec quels alliés? M. Charles Ndongola, vous me posez une question bien embarrassante. Je ne peux pas dire ici avec quels alliés. Vous savez que ce que nous cherchons à faire, c'est promouvoir une démocratie de rassemblement et non d'exclusion. Ça suffit donc que nous sommes ouverts au dialogue avec les formations politiques, autres que le RDPC qui désire faire un bout de chemin avec nous. Ces contacts sont en cours et c'est un peu plus tard que je pourrai vous dire avec qui nous pourrons cheminer ensemble. Retour sur le plateau, Monsieur le maire Ngoulou, le président Paul Biya, il y a quelques années, à situation quasiment similaire, avait fixé le cap en annonçant le modus operandi et en se projetant sur qui pourrait faire quoi dans le futur gouvernement. Ben, ça a toujours été ça, l'homme Paul Biya. Il n'est jamais pressé dans son approche. Mais, M. Mbarga, nous faisons très vite de mettre beaucoup de choses en perte et profit. Vous savez que cette affaire de faux documents, aujourd'hui on signe un document estampillé confidentiel. Avant qu'on ne le lise, on a déjà ça dans les téléphones. Ouais. Ça a commencé tout doucement. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu des nominations. Et 72 heures après, on nous a dit que ce n'était pas ça. Directeur du cabinet de l'honorable Cavaille. Le même jour, l'honorable Cavaille démentir. Nous avons mis en perte et profit.
Et nous avançons comme ça. Vous savez, quand on parle de la fête du football, vous savez qu'il y a eu des vraies fausses instructions, ou alors les fausses vraies instructions dans l'affaire du football. Mais qui étaient hautes quelque part. Qui étaient hautes. Bon. Nous avançons chaque fois qu'on a un problème. Moi, je crois que l'amplitude de ce qui vient de se passer est quand même suffisamment élevée. Oui. Qu'on s'arrête. On a franchi un cap. Ah oui. Et il faut faire attention. Un moment. Et qu'on... Je vous dis, c'est ceux qui ont... C'est le mode opératoire qui fait beaucoup d'interrogations. Oui. Si cette affaire se serait passée et ceux qui ont reçu le pli annonçaient ça au journal de 20h, tout en rien. On a même déchiré le papier et c'est passé. Maintenant, on a l'impression qu'on voulait cacher cette information. Voilà. Et c'est quelqu'un d'autre qui n'est même pas de la maison qui vient révéler. Et celui qui a reçu vous dit que tout avait l'air vrai et tout. Or, il a fait 5 jours avec le document. Pourquoi n'avoir pas communiqué? Nous sommes donc embarrassés par tout ce qui se fait. Et ça, on peut valider tout ce qui se dit sur ce plateau, que quelque part, il y a tout un problème. Il y a des manœuvres en coulisses. Parce que si les gens n'avaient rien à cacher, un fou, comme on se plaît à le dire aujourd'hui, est venu poser un acte, on aurait communiqué, on aurait même tout fait pour démonter le document en question, montrer le faux dans le vrai. Montrer même que c'est l'intelligence artificielle qu'on a scanné ci et ça. Est-ce que le gouvernement nous a habitués à un tel degré de communication et de simplification des choses dans le modus operandi du renouveau? Est-ce qu'il y a eu ce niveau d'amplification en termes de communication, d'information? Nous sommes à l'ère de l'IA, M. Mbarga. Oui. On ne peut pas continuer à fonctionner comme en 1960. Monsieur Nkwa a convoqué tout à l'heure que certains d'entre nous, nous sommes nés à l'époque de la radio, où il n'y avait que la radio. La télé est arrivée. Maintenant, le téléphone est devenu plus dangereux que la radio et la télé combinées. Il faudrait qu'on ajuste nos comportements, notre façon de fonctionner aux nouveaux outils. Le dirigeant, c'est surtout le dirigeant. Oui, le dirigeant. Quand je dis nous, parce que quand on fixait souvent le curseur sur ce qu'on vient d'appeler le gouvernement, mais le gouvernement, chacun a une tâche précise. La communication, le ministre de la Communication, c'est de son rôle de simplifier, parce que cet événement est en train de monter en grandeur. Ce qui pouvait être, ce qui allait être même un fait du hasard, un fait divers, est en train de devenir un problème d'État. Oui. Et les gens commencent à mesurer la gravité des faits, parce que on a voulu noyer le poisson. Malheureusement, le poisson est à l'aise dans l'eau. Donc, franchement, c'est bien que les médias... Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les médias gouvernent le Cameroun plus que nous-mêmes qui sommes aux affaires. Parce que c'est les médias qui soulèvent de temps en temps des faits graves. Et c'est quand les médias ont déjà parlé que des gens commencent à vouloir rattraper le train qui est en train de prendre de la vitesse. Il faut anticiper sur un certain nombre de choses. Monsieur le directeur général de la CIATV, qu'est-ce qui a empêché de communiquer, de rendre même un communiqué, qu'il vienne même au journal de 20h expliquer et démonter donc le faux communiqué, le faux gouvernement, la fausse nomination d'un vice-président. Maintenant, on va dans tous les sens. On peut tout imaginer. On va même imaginer que le vrai nom qui était là a été remplacé. Qu'est-ce qui dit que c'est vrai? Et pourquoi on ne nous montre... Moi, j'ai vu ce qu'ils ont envoyé dans les réseaux. C'est plutôt le nom du porteur qui était là avec les signatures. Mais le gouvernement, il est où? Autant d'interrogations. Alors, on suppute, on s'interroge, mais Arthur Nkwa, il faut dire justement qu'en termes de communication, en termes d'image,
en termes de préservation même de l'image qui entoure les sceaux de la République en elle-même, il y a véritablement péril à la demeure. Des documents de la présidence de la République du Cameroun circulent sur les réseaux sociaux et sont parfois relevés ou alors relayés à l'opinion publique par des influenceurs. Comment est-ce qu'on en arrive là à ce que ce qui devrait être sécurité nationale, top defense, appartiennent désormais à des influenceurs, à des réseaux et soient promenés autant à l'emporte le vent et que justement on se retrouve dans les circonstances où un individu lambda, fou, éclairé, illuminé, envoyé puisse arriver et mettre en émoi la République parce que les conséquences, si le document avait été lu, auraient été très graves. Monsieur Mbaga, vous, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que je mène des combats, parfois que je porte seul. Ouais. Il y a du laxisme. Tant qu'on n'a pas montré un agent public menotté à la télévision pour avoir filmé un document et l'avoir mis sur les réseaux sociaux et qu'il perd son emploi, ça va continuer parce que c'est entretenu. C'est ça. Je le dis sans me vanter. Je n'ai jamais filmé de document et pourtant j'en vois. Quelle est cette nouvelle façon de travailler où vous n'avez pas encore traité un dossier, vous avez d'abord filmé? C'est embêtant. C'est parce que je dis on a laissé faire. Et tous les communicants savent que notre gouvernement, et le dit n'est pas allé contre le gouvernement, le dit c'est dit la vérité. Notre gouvernement est en déphasage total avec les nouvelles façons de communiquer. Je le dis aujourd'hui, un point de presse à la Chart TV à 22h, c'est inefficace. Ouais. Personne ne regarde plus la télé parce que c'est scientifique. On est passé à ce qu'on appelle les activités de convergence. Tout converge vers le téléphone aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous allez aller faire un truc à 21h? Vous voulez agresser les gens la nuit? Qu'est-ce qu'on fait à la télé? Qui suit ça? Personne. Donc, voilà une affaire simple. On a parlé du président qui est en Suisse. Mais si vous savez qu'il va rentrer, pourquoi vous communiquez même d'abord dessus? Puisqu'on a dit qu'il est même quasiment mort. Mais vous laissez l'affaire. Le jour où il décide de revenir, ça règle le problème là. Pourquoi aller expliquer? Qu'est-ce qu'on explique? C'est donner du crédit. C'est compliqué. Et c'est bizarre, c'est que quand c'est l'Occident qui parle. Donc, le chef de l'État, il n'a jamais été différent. Il ne s'est jamais comporté différemment. Pourquoi chaque fois que des gens provoquent entre guillemets le gouvernement, on réagit exactement comme les gens avaient prévu? Donc on ne peut plus aujourd'hui. Parfois on voit des réactions du gouvernement, on se demande quand même, bon, laissez-nous, confiez-nous cette mission. Parce qu'aujourd'hui, les adversaires du gouvernement ne parlent pas à la télé, ne sont pas dans le formel comme vous. Maintenant on comprend que vos postures et vos positions ne vous donnent pas la latitude de réagir. Mais envoyez-nous au charbon et que ce soit assumé. On va faire le travail. Pour leur répondre à eux, je dis ceux qui me suivent savent que j'ai été menacé en 2018 par une bande de fous là, parce que dépassé par une personne que j'étais. Je l'assume, je le dis aujourd'hui à haute voix. Je n'ai rien contre le MSC, mais je dis que j'ai terrassé le MSC tout seul en 2018 sur les réseaux sociaux. Parce que je parlais comme eux, avec leurs mêmes méthodes, par les mêmes canaux. Donc, pendant que quelqu'un vous fait un poste de 4 lignes, le Sénacom, pas le Sénacom, notre communication fait deux pages. 2 pages. Qui va lire? Qui va les lire? Donc aujourd'hui, j'ai vu dire au début qu'il faut une revue générale de tout. Comme se rasseye. Sommes-nous en phase avec cette époque aujourd'hui? On ne peut pas dire tous les jours que les jeunes sont les plus nombreux. Et vous continuez de faire les points de presse à la télévision. Ça ne passe plus. Il faut parler aux gens qui vous attaquent comme eux vous attaquent. Et ce n'est pas un ministre, avec tout le respect que j'ai pour eux, avec tous ceux qui ont comme travail à faire. Qui va revenir, pianter, prendre son téléphone pour pianter, pour répondre. Non, c'est plus possible aujourd'hui. C'est plus possible. Merci Arthur. Tous les spectateurs sont nombreux et veulent être relayés. Mais il faudrait d'abord que Simon Pierre Mahen puisse s'exprimer sur les suites. Parce que c'est la suite qui nous intéresse ce soir. L'acte vrai-faux a été posé, mais c'est la suite. La suite est accordée à la crédibilité justement de la communication gouvernementale, à la crédibilité du décret. Comment est-ce qu'on va désormais accueillir, je parle là du citoyen, le décret présidentiel? Est-ce que le soupçon qui est désormais permanent de falsification, avec ces vraies fausses hautes instructions, avec justement ces décrets lus
aux antennes nationales et qui sont annulés le lendemain ou quasiment quelques heures après. Quelle est désormais la valeur du décret présidentiel au Cameroun? Et je pèse mes mots. Oui, M. Mbarga, ce que je vais dire par votre question, c'est que ce pourquoi les 7 derniers ont essayé de pouvoir poser sur la table, ils ont compris qu'ils ont raté le plan qu'ils avaient. Et ça ne va jamais changer la posture du Camerounais, que je suis d'abord premièrement, de comprendre qu'au Cameroun, ce n'est pas aujourd'hui. Parce que vous savez très bien qu'il y a de cela quelques semaines, quelques jours, on a vu comment le faux a circulé avec les examens de part et d'autre. Le Camerounais connaît quand même identifier aussi le vrai du faux, même s'il faut le dire clairement. Et il connaît ce qui peut être vrai, si effectivement ça venait effectivement du président lui-même. Alors à ce niveau, Simon Pierre, on dit qu'on a lu à la télé, on a lu à la CRTV, mais dans nos villages, on n'a pas toute la culture, on a lu à la CRTV, point. Oui, ça fait office de vrai. Oui, mais ce que vous devez aussi comprendre, c'est que si c'est faux, les gens vont communiquer que c'était faux. Non, mais soyons quand même sérieux. On va communiquer que c'est faux. Tout à l'heure, on a essayé de peindre en fait la nature du fonctionnement du gouvernement qui en réalité ne communique pas. Parce qu'effectivement, si le gouvernement communiquait, on a fait état de ce que, par exemple, la CRTV ou encore le ministre de la Communication aurait pu communiquer. Puisque précédemment, on a quand même communiqué lorsque Jeune Afrique a parlé par rapport à la santé du président de la République. Donc, ça ne servait tout au moins à rien à expliquer aux uns aux autres la situation qui s'est passée au niveau des locaux de la CRTV. Moi, je pense que, en fait, ce que nous devons, ce que moi je revois dans cette lecture, c'est qu'on a compris que c'était le faux document. C'était un faux décret. Ça, il faut le dire, on a compris que c'était un faux décret. Puisque en même temps, ça empêcha parce que c'était un faux, que les uns et les autres n'ont pas pu essayer de relayer l'information. Parce qu'on a compris que c'était un faux. Donc, maintenant, la posture qu'on devrait avoir, c'est que ce que vous devez comprendre, les Camerounais n'ont plus aussi trop confiance aux institutions. Hein. C'est ce qu'on dit clairement. Vu la manière dont les choses sont en train de se dérouler, on n'a pas cette certitude qu'effectivement, est-ce que vous savez que même lorsque il y a un arrêté d'un ministre qui arrive, on se pose bien la question si évidemment c'est vrai ou c'est faux. Puisque les mêmes sont contredits. Voilà, quelques heures après, les mêmes sont contredits sont établis et annulés deux jours après. La société camerounaise vit un mal-être qui ne dit pas son nom. Ça, il faut le reconnaître. Et donc, du coup, on ne saurait nullement pas accepter que lorsqu'on voit quelque chose, on se dit forcément que, automatiquement, cette chose est vraie. On va toujours commencer par la contester. D'ailleurs, certains vont parler aussi des hautes instructions, très haut accord, comme nous avons vu ici. Il y a des gens qui ont refusé, qui disent que non, ce n'est pas vrai. Donc, vous comprenez que jusqu'à quel point est-ce que, précédemment, on n'avait pas vécu de telles scènes. Que lorsqu'on recevait un document qui venait, par exemple, de la présidence, on appliquait ça à la lettre. Ça, c'est bien composé. C'est à son avantage. Donc, vous comprenez que... Je ne sais pas pourquoi. La CRTV a bien réagi. Qu'elle communique dessus sur sa propre réaction. Elle a bien réagi, mais sauf qu'elle n'a pas communiqué par la suite. Les choses se sont passées. Malheureusement, on s'attendait forcément à ce qu'il y ait un communiqué qui retrace. Vous avez vu ce qui s'est passé avec une fois la CRTV et puis comme tel, si je me rappelle bien, il y a eu communication pour justifier un certain nombre de choses. Donc il fallait aussi forcément que bagarre. Parce que chacun donnait le aujourd'hui, on est là tout de supputer alors qu'on aurait pu avoir la bonne information pour que nous essayons d'éclairer la lanterne des Camerounais qui nous écoutent, qui nous regardent. Mais malheureusement, on est assez en train de supputer, comme vous avez dit tout à l'heure. Et donc, c'est ce système dans lequel ça dit que les gouvernants nous ont appris. Ça dit qu'il faut toujours supputer. Mais quand il s'agit des chaînes étrangères, là, on passe quand même le soin de bien communiquer. Parce que là, il s'agit là des intérêts des uns et des autres. Merci. Bonsoir à vous sur le plateau. Le document est faux. Selon la nomenclature des lois, il manque un dernier vu, à savoir la loi de 2026 devant désigner un vice-président. 2. Plus bas, 1. L'article 2 n'a pas sa place ici car l'article 2 a toujours été l'intéressé aura droit aux avantages. 3. Manque de l'article 3. Le présent décret sera publié. Conclusion, ce monsieur a agi de lui-même, ce document est truffé de coquilles. Alors, monsieur le maire Niek, la question pourrait être périphérique, mais aussi elle a, selon le contexte, son pesant d'or, faux document, vraie fausse instruction, faux gouvernement, faux vice-président. Mais lorsque on s'interroge, on se rend compte que tout cela a un rapport avec une seule institution, la présidence de la République, présidée par Paul Biya.
Stéphane Baga, on dit dans mon village que si vous mettez trop long à la plantation, vous allez couper la mauvaise herbe. Le président travaille depuis 1962. Il est un homme. Il est compréhensible. C'est quelque chose qui lui échappe aujourd'hui. Je le comprends. Je vous ai dit au départ, la deuxième chose, c'est que on a tout fait pour qu'on ne le lise pas. Il fallait faire reculer, il faut faire reculer le président. Parce que le grand ménage a commencé, Stéphane Baga. Ce ménage vient avant la mise en place des nouvelles institutions. C'est ça qui est compréhensible et il faut que le président recule. Ils l'ont souvent fait, il a reculé, par principe. Mais cette fois-ci, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en fait, depuis le 5, le président est au courant. Et faire l'analyse des coïncidences. À quel moment certaines personnes doivent répondre des soupçons qui pèsent sur eux? C'est ça le problème. Donc, en réalité, ce problème a été bien géré par la CRTV. Parce que la CRTV a eu la chance d'avoir un document qu'il ne pouvait pas lire. Deuxième chose, lorsque vous posez la question, est-ce que lorsqu'on va faire le vrai décret, est-ce qu'on va le lire? Oui. Stéphane Baga. Qui sera que c'est le vrai ici? Je vais vous dire. Vous saurez le jour là. Je vais te dire. Chaque fois qu'il y a un vrai remaniement, non, il n'y a pas encore eu un faux remaniement. Chaque fois qu'il y a un remaniement, les dispositions sont prises de manière que le ministre, si on a remanié, étant en dehors, ne peut plus accéder à son bureau. Il y a un ensemble d'éléments. Il y a un ensemble d'éléments. Il y a des signes. Il y a des signes. Si on remanie, si vous n'êtes pas à votre bureau, vous n'y avez plus accès. Ce n'est pas une histoire où on vient commenter au téléphone que est-ce que c'est vrai, non. Donc, en réalité, il y a un protocole que tout le monde ne peut pas mobiliser. C'est vrai qu'on va dire à la décharge qu'il n'y a pas longtemps non plus. On a mobilisé la DGR pour aller tuer un enfant. Mais on n'a pas mobilisé on a certains éléments de la DGR. Il faut leur faire la différence. Dans le moment venu, rassurez-vous, c'est un peu comme disent les autres. Quand l'élève est prêt, le maître se manifeste. Vous verrez, c'est pas comme je vous ai dit encore que ce ménage qui a commencé, Stéphane Baga, va malheureusement continuer. Et ceux qui sont derrière, c'est multiples publications de faux gouvernements. Parce que vous parlez d'un seul que vous ne connaissez pas. Il y a d'autres que vous connaissez, non? Oui. Qu'est-ce que c'est sur WhatsApp? Il y a un gouvernement tous les jours. Tous les jours. Vous croyez que c'est fait? C'est pas faire un dessin. Je vous ai pris l'exemple de la Constitution qu'on a revue il n'y a pas longtemps. 2 mois avant, on avait la même Constitution avec le papier à la tête de la présidence, non? Jusqu'au virgule. Jusqu'au virgule. C'est le même texte qui est revenu. Donc, ça ne trompe personne. J'ai dit, pourquoi on publie seulement le texte du vice-président? Pourquoi? Parce que là-bas, en réalité, on ne règle pas un grave problème. C'est un seul nom. On a mis un nom qui empêche qu'on le lise. Parce que, Arthur le sait, lorsqu'on est on vous identifie. Et portez un document sérieux. Avant que vous n'arriviez au bureau, on a votre nom. Les caméras signalent que c'est tel, un tel. Voilà son nom. Lorsqu'on ouvre et qu'on voit que c'est votre nom, c'est Van Baga. Même vous. Si je viens ici avec ma propre nomination, vous allez quand même réfléchir un peu. Donc l'objectif n'était pas de faire lire. C'était de passer un message. Et ce message est passé. Merci, monsieur. Aujourd'hui, c'est de savoir les suites. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est une excellente interrogation. La suite va être celle que je vous annonce. Oui. Que le nettoyage va commencer, va continuer, et un gouvernement sera mis sur pied, ça sera nommé. Mais après qu'on ait nettoyé, à l'heure actuelle, c'est lui qui dit que chaque fois qu'on connaît le marché des souris, même souris il y a tellement de gens qui ne peuvent pas accepter que le président fasse quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il faut que le président soit pris comme un homme qui parle et qui ne tient pas à sa parole. C'est l'objectif poursuivi. Merci, monsieur le maire. Le temps est achevé. Jean-Moïse Mbok, bonsoir Stéphane Baga et à votre panel. Ce document est beaucoup controversé. Donc, si le journaliste de RFI ne dénonçait pas ça, est-ce que la CRTV devait faire part de ce message? On s'interroge un peu sur la réponse tardive de la CRTV et le silence du gouvernement. C'est vrai qu'il y a eu des esquisses de réponse sur ce silence et cette attitude-là. Aujourd'hui, monsieur le maire s'interroge sur les suites. Selon vous, vous les entrevoyez comment? En 1 minute, Jean-Moïse, le temps est achevé. Alors, moi je crois qu'il faudrait que le chef de l'État prenne des mesures, mais des mesures extrêmement simples. Premièrement, les cellules de communication dans les ministères ne sont pas des décorations. Ce n'est pas des fantaisies. Laissez les CELCOM travailler
laisser les CELCOM communiquer pour chaque département ministériel. Parce que finalement, il y a des choses qui sont faites et qui ne sont pas dites. Oui. Quand le chef a dit faites et faites savoir. Donc quand on ne fait pas savoir, ça laisse libre cours à un individu qui insulte le Cameroun à Mondovision, disant que le Sénégal a plus beaucoup le Cameroun. On prend une mauvaise route, on met à Mondovision. Je refuse qu'on salisse mon pays. Et ça passe par les ministres eux-mêmes qui laissent leurs collaborateurs s'exprimer pour le bien de la République. Deuxièmement, il faudrait qu'on intègre la nature horaire du vide. La léthargie exprime le vide. Vous ne pouvez pas faire une communication gouvernementale qui est censée être dynamique étant assis. C'est un mauvais message. Dans l'ère actuelle où tout court, où tout va vite, il faut des gens comme les Arthur. Le RDPC est plein de talents, bourré de jeunes qui peuvent faire le Cameroun est plein de talents, pas le RDPC. Non, je crois pas le RDPC. Non, pas le RDPC. C'est pas le RDPC. Le Cameroun est plein de talents, Jean-Moïse. Le Cameroun est plein de talents. Le RDPC dans le Cameroun. Il faut donc nommer les gens qui sont capables de travailler. Aujourd'hui, le chef de l'État a sa méthode, a sa façon, mais qu'il retienne que le peuple est comme une femme qui va entendre son mari lui parler, qui va entendre son mari lui dire où on va, comment on va, et qui nous accompagne dans la dynamique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas ces faux documents, le problème, ce n'est pas les gens qui s'agitent, le problème, c'est celui qui a été élu, qui n'est pas en train de faire ce qu'on attend qu'il fasse. Et c'est là la seule solution qui va faire évoluer les choses. Merci Jean-Moïse, monsieur le maire, merci pour la présence. Oui. Arthur, merci pour les éclairages. Jean-Pierre Maël, Simon-Pierre Maël, merci justement pour le décryptage. Monsieur le maire, Info TV, c'est une aventure commune. Pour ceux qui nous suivent, vous n'allez pas zapper d'une seconde, puisque dans 8 minutes, Mildred Fong sera là en langue de Shakespeare, je vous en prie, pour justement le contenu et le déroulé des informations d'ici, mais très certainement d'ailleurs, puisque nous sommes véritablement au cœur de l'information. 20h, Théophile Vianney Billa TVB sera là pour le même exercice, puisque l'information est dynamique. À 19h ou à 20h, vous pourrez avoir des surprises. Restez sur Info TV. Quant à nous, retrouvons-nous demain, lorsque ce sera 17h à Yaoundé au Cameroun, pour une autre aventure. Ce sera toujours et certainement le grand soir. Bien le bonsoir.